les blessures dans le couple, comment retrouver de la joie et de la complicité autrement. C'est le sujet de ce 85e épisode du podcast Les chemins du couple. Alors, très rapidement, je t'explique que cet épisode dure un peu longtemps puisque c'est ma conférence complète qui s'adresse autant aux hommes, autant aux femmes et qui va t'expliquer vraiment qu'est-ce qui se joue derrière un conflit, une dispute, un désaccord. Tu vas vraiment pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière tes réactions, derrière les incompréhensions, derrière les réactions aussi émotionnelles qui vont parfois se répéter à certains moments dans ta relation de couple. C'est la première fois où je prends aussi beaucoup d'exemples qui s'adressent autant à toi si tu es un homme et que tu écoutes, et autant à toi si tu es une femme et que tu écoutes, et autant à vous deux si vous voulez mieux comprendre ce qui se passe vraiment chez ton partenaire. Donc, je t'invite à l'écouter jusqu'au bout et surtout n'oublie pas, pour donner de la visibilité à ce podcast, il faut penser à mettre un avis, à noter comme tu le sens cet épisode de podcast. Ça me permet de toucher plus de monde et surtout d'aider les autres personnes qui ont besoin de comprendre ce qui se passe dans leur relation. Je te souhaite une très belle écoute. Bienvenue sur le podcast Les chemins du couple. Je suis Céline Domecq, thérapeute et conférencière, experte dans la relation de couple depuis 2009. J'ai aidé et accompagné des milliers de personnes, que cela soit en ligne ou en cabinet. Ma mission est de vous aider à vivre une relation de couple sereine et épanouie. Être heureux en couple, c'est possible pour tout le monde. Donc si vous cherchez à améliorer votre relation amoureuse, vous êtes au bon endroit. Mon objectif dans ce podcast est de vous apporter un nouveau regard sur la relation amoureuse, plus de connaissances, d'informations et surtout des conseils. Ce podcast hebdomadaire sera un soutien pour transformer vos difficultés en opportunités de vivre la relation amoureuse que vous méritez. Je vous souhaite de passer un très bon moment. Démarrons ensemble ce nouvel épisode. Aujourd'hui, le sujet, c'est de vous parler, dans la relation de couple, bien évidemment, de la réaction à la relation. Avec un objectif, ça va être de retrouver de la joie, de la complicité dans ton couple. Alors, moi, je suis vraiment heureuse d'être avec toi pour ce moment. Et surtout, avant même de commencer, j'ai aussi envie de te dire quelque chose qui est très important. Le simple fait que tu sois là, en direct, et pour ceux qui sont en rediffusion ou qui écoutent via mon podcast, ça va forcément dire quelque chose de toi. Ça veut dire probablement que déjà, tu n'as pas envie de subir ce qui se passe dans ton couple avec ton ou ta partenaire. Très consciemment, aujourd'hui dans cette conférence, je m'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Ça, pour moi, c'est important. Et encore plus parce que je vais vous donner des exemples plutôt féminins, plutôt masculins. Du coup, ça va vous permettre quoi? C'est qu'à la fin de cette conférence, mon objectif, un de mes objectifs, je vais vous en donner encore plein d'autres, mais un de mes objectifs, c'est que tu puisses mieux te comprendre, mieux comprendre ta femme, si tu es un homme, si tu es une femme, mieux te comprendre et mieux comprendre ton mari. D'accord? L'idée aujourd'hui, c'est de s'ouvrir à la compréhension. Donc si tu es présent aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu veux comprendre, que tu ne perçois peut-être pas encore. Si tu es là aujourd'hui, c'est peut-être aussi, ou si tu m'écoutes, que tu es peut-être fatigué de revivre les mêmes tensions, les mêmes réactions, les mêmes incompréhensions, et ça te dépasse. Il y a vraiment souvent, c'est ce que j'entends, on me dit mais j'en peux plus, je comprends plus, il y a il y a plus d'issue, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose qui va te dépasser. Et donc, quand tu prends le temps là maintenant avec moi d'aller regarder ça en face, eh ben franchement, c'est important. C'est important parce que c'est déjà un mouvement. Et ta démarche, elle est précieuse, autant pour toi que pour ta relation de couple. Donc du coup, vraiment, reste bien jusqu'à la fin pour que ce moment, pour toi, te serve idéalement dès la fin de cette conférence. J'aime bien, j'ai toujours beaucoup d'espoir pour que ça te serve déjà tout de suite. Et puis,
vraiment, on va rester dans le concret, que ça te serve dans les jours à venir, dans les semaines à venir et que ça soit beaucoup plus constructif pour toi. Aujourd'hui, je te propose une grille de lecture, un angle de compréhension dans la relation de couple. Ok? J'aime bien dire quelque chose qui est très clair, c'est que la relation de couple, c'est une pelote de laine. Et contrairement à la pelote de laine où il n'y a qu'une ficelle qu'on va tirer, bah, dans la relation de couple, il va y avoir plein de ficelles qu'il va falloir trouver. Euh, et aujourd'hui, je te propose un angle, une grille de lecture, une manière de mettre de la conscience sur ce que tu vis. Et donc, un de mes objectifs encore, ça va être de t'apporter de la clarté, que surtout tu puisses bien comprendre ce qui se passe réellement dans tes interactions avec ta femme, avec ton mari. Objectif final, encore, j'ai toujours plein d'objectifs moi, hein, vous allez voir, mais du coup, c'est que tu puisses reprendre du pouvoir sur ce qui déborde, que tu reprennes du pouvoir sur ce qui crée des conflits, que tu reprennes du pouvoir sur ce qui crée des incompréhensions dans la relation. Est-ce que là déjà tu as bien compris que ce n'est pas reprendre du pouvoir sur l'autre? Attention, je suis très claire avec ça. Tu reprends du pouvoir sur ce qui déborde, sur ce qui crée des conflits, sur ce qui crée des incompréhensions. Et j'ai choisi ce sujet parce que beaucoup de couples, beaucoup de personnes souffrent vraiment d'un manque de compréhension de l'autre personne, homme-femme, d'un manque de compréhension de ce qui se joue dans cette relation, dans cette interaction. Et du coup, en fait, et la vraie réalité, c'est que on souffre d'un manque de compréhension de ce qui se passe vraiment en moi. Alors peut-être que tu es en train de te dire, mais moi, il se passe rien en moi. Si, si. Même quand tu crois qu'il ne se passe rien en toi, il se passe quelque chose. OK? Donc vraiment, reste ouvert euh, à voir quelque chose de probablement différent que ce que tu crois. Alors, du coup, peut-être que tu connais ce moment. Allez, objectivement, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais la phrase a déclenché. Le regard. Ouais, mais de toute façon, j'ai vu dans son non-verbal que le silence. Bah, en fait, il parle pas. Un oubli. Un ouais, c'est bon, on en reparlera plus tard. Donc en fait, il se passe pas grand-chose, si ce n'est que ces petits exemples. Mais pourtant, à l'intérieur de toi, peut-être que tu vas ressentir de l'agacement. Oh, ok, tu vas sentir que ça monte. Tu vas sentir que tu te crispes un petit peu, que tu te fermes. Et puis peut-être que tu vas insister en fait. Et peut-être que tu vas insister que l'autre comprenne. Tout de suite, maintenant. Bien évidemment, à chaque fois que je vais te donner des exemples, l'objectif, c'est pas de te reconnaître dans tous les exemples. Moi, je vais te donner une palette. OK? L'idée, c'est pas que tout te parle, tout en même temps. L'idée, c'est de voir s'il y a au moins, avec franchise, avec honnêteté, une de ces sensations te parle. Et à ce moment-là, tu te crispes, tu te fermes, tu te rappelles hein, quelque chose de pas très très important, un silence, un regard. Et là, mais allez, qu'est-ce qu'il me veut encore? Qu'est-ce qu'elle me veut encore? C'est l'autre le problème. Et vous savez quoi? Enfin, tu sais quoi? Je te tutoie. Alors oui, je te tutoie juste. Petite précision, parce que quand je vais utiliser le vous, je vais utiliser le couple, d'accord? Et puis j'ai envie d'être un peu plus proche de toi, donc je te tutoie directement. Donc, premier réflexe humain, c'est que c'est toujours l'autre le problème. Franchement, vous savez quoi? On fait tous cela. Les enfants, regardez, ça commence dès l'enfance. En tant qu'adulte, c'est toujours l'autre le problème. OK? Donc, c'est ta première sensation, c'est vraiment ce que tu vas dire, mais allez, c'est bon, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il fait encore? Et pourquoi il fait encore la gueule? C'est toujours l'autre le problème. Chez les hommes, ce qu'on va, si tu m'écoutes là aujourd'hui, ce que tu vas reconnaître, c'est, et que tu vas te dire, ça va être ça. C'est, mais en fait, j'en ai marre qu'elle me reproche tout et n'importe quoi. J'en ai marre de me sentir accusée. J'en ai marre.
des situations injustes. Alors, en général, tu vois que c'est de l'injustice quand tu as déjà un peu travaillé sur toi. Mais je te le dis. J'en ai marre qu'on revienne toujours sur les mêmes sujets. J'en ai marre qu'elle revienne sur les situations du passé. En fait, ce que je veux, c'est un peu de tranquillité. Puis en fait, elle exagère. Pourquoi elle en fait toute une histoire? Donc, en général, quand on parle de réaction, c'est ça que tu vas ressentir. En tout cas, un des points là-dedans. Bref, ce que tu vas peut-être te dire, mais ça me saoule en fait parce qu'on a tout pour être heureux. Faut pas non plus en faire toute une histoire de ce petit truc. Et ce petit truc, tu vas mettre ce que tu veux derrière. C'est la vision, ce que tu vis. Si tu es une femme, qu'est-ce que tu vas peut-être te dire? Mais en fait, il comprend jamais rien. Il se ferme encore. Ou à l'inverse, mais pourquoi il m'agresse comme ça pour une remarque? Pas pour une reproche en plus, on va pas dire que nous les femmes, on va pas dire que c'est un reproche, on va dire que c'est une remarque. J'ai juste dit quelque chose qui était simple à comprendre. C'est quand même pas compliqué. Mais pourquoi il le prend comme ça? Mais en fait, moi, j'ai besoin qu'il voit ce que je vis. J'ai besoin d'être comprise. Et j'ai besoin surtout que quelque chose change enfin. Parce qu'en fait, j'en ai marre de toujours répéter la même chose. Et tu vois, que tu sois un homme ou une femme, et vraiment reste bien jusqu'à la fin de la conférence parce que je vais te donner plein d'exemples, je vais te partager des témoignages aussi. Tu vas comprendre ce qui se passe parce que là, à ce moment-là, chacun, toi ou toi, chacun, vous défendez tous les deux ton monde intérieur. En fait, chacun cherche à défendre sa propre lecture d'une situation. Chacun cherche à défendre sa bonne intention. Parce que de base, on fait jamais les choses pour être méchant. On est bien d'accord. Donc il y a une bonne intention. Mais quand on est dans la défense, en fait, la relation s'abîme. La relation se perd. Parce que tout au fond de tout ça, ce qui va se jouer, ce n'est pas seulement une différence de point de vue, ce n'est pas seulement un désaccord, c'est de part et d'autre une zone sensible qui a été touchée. Une mémoire, vraiment, on va appeler ça des mémoires, une part de soi, qui s'est réactivée. Un vieux sentiment qui va prendre le volant de tes réactions. Et quand ce vieux sentiment, cette vieille blessure, ce truc-là à l'intérieur de toi prend le volant, bah en fait, on ne parle plus de ce fameux désaccord, de ce fameux petit truc. En fait, on parle avec tout ce qu'on a accumulé. En fait, tu vas réagir avec cette part de toi intérieure, avec ton système nerveux, avec ton fonctionnement de ton cerveau, avec tes mécanismes de protection, avec ton passé qui vient refaire une petite vague aujourd'hui dans le présent. On est des êtres humains, on n'est pas des pierres lisses, on porte des choses en fait. Et aujourd'hui, ce que je veux t'aider à comprendre, c'est ça en fait. C'est que quand tu es dans une réaction qui va en plus abîmer la relation, eh bien en fait, c'est ça qui va se jouer. Et quand tu prends ce temps, juste déjà ce temps, pour regarder ce qui se passe en toi, dans ta relation, bah ça a déjà énormément de valeur. Beaucoup de personnes restent à la surface des choses. Et je suis désolée de te le dire, mais on nous forme à regarder les faits, en fait. Et donc, c'est normal. Si aujourd'hui tu te dis, waouh, en effet, je regarde que la surface des choses, je vais pas commencer à te culpabiliser. Hein. 99% de la population fait ça. On regarde d'abord la superficie, la surface des choses, les faits, vraiment les actes, et on s'arrête à là. Parce que oui, il faut aller un petit peu derrière. On va chercher qui a tort, qui a raison, qui devrait changer, qui devrait en faire plus, qui devrait se calmer. Mais il va falloir que tu comprennes aujourd'hui
qu'il y a 4 choses essentielles. D'abord, il va y avoir des blessures, des réactions émotionnelles, abandon, rejet, humiliation, trahison, injustice. Et même si tu crois ne pas être concerné, en restant jusqu'à la fin, je suis persuadée que tu vas reconnaître au moins un mode de fonctionnement chez toi dans une de ces réactions, de ces blessures. Ça, c'est la première chose essentielle. C'est déjà de reconnaître. Deuxième, il va falloir reconnaître la manière dont elle se réactive dans le couple. Chez la femme comme chez l'homme. Mais souvent, c'est de façon très différente. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, alors attention, hein, je peux aussi m'adresser aux couples homme-homme et femme-femme. Petite parenthèse, excusez-moi, je vais toujours faire un peu des parenthèses parce que j'aime bien vous donner plein d'explications, mais euh, parce qu'en fait, oui, on parle d'homme-femme, mais chez la femme, euh, tu vas pouvoir aussi peut-être te reconnaître, si tu es une femme, tu vas aussi peut-être te reconnaître dans des réactions que je décris chez l'homme. Pourquoi? Parce qu'on va parler aussi d'énergie plus masculine que plus féminine. Moi, par exemple, j'ai une énergie très masculine, donc j'ai souvent des réactions très masculines, ok? Et donc, dans les couples homme-homme ou femme-femme et homme-femme, en fait, c'est surtout aussi des énergies qui parlent. Donc, c'est pas tant le fait qu'on ait un sexe précis homme-femme qui détermine nos réactions. C'est juste que je suis en train de vous expliquer comment ça se joue en termes de ah ouais, mais tiens, mais moi je suis plus là-dedans ou plus là-dedans. Mais il y a des différences. D'accord? Ça, c'est hyper important. Mais du coup, quand on est face à deux énergies différentes, un homme, une femme, ben oui, ça va nourrir l'incompréhension parce que même face à une même blessure, on va avoir deux réactions différentes. C'est ça en fait. Il va falloir à un moment donné, je vais être très claire, arrêter de croire que les hommes réagissent exactement comme les femmes et les femmes réagissent comme les hommes. Non, on est différents. C'est tout. Et c'est pas grave. Surtout, c'est pas grave. L'idée, c'est de comprendre et puis de faire un petit effort qu'on va appeler l'acceptation. Tout simplement. OK? Donc voilà, petite parenthèse. Donc du coup, euh, on va comprendre que déjà, on est concerné par au moins une blessure. Première chose. Ça, c'est ce que je vais vous expliquer dans la suite. Deuxième chose, je vais vous expliquer comment ça se réactive dans le couple. Chez un homme, chez une femme. Souvent de façon différente, qui va nourrir l'incompréhension. Tu vas comprendre aussi du coup comment va se construire cette réaction émotionnelle. Ce qui se passe dans la tête, dans le corps, dans la relation. Et puis, l'objectif, c'est que tu comprennes aussi pourquoi la joie dans ton couple, la complicité, moi j'aime bien mettre ces deux mots-là ensemble, va revenir quand tu vas changer ta façon d'être dans le couple au lieu d'attendre que l'autre change, au lieu d'attendre que l'autre répare à ta place, ce qui est douloureux pour toi. J'espère que c'est clair déjà tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Céline Domecq, je suis thérapeute, coach, conférencière et je me suis spécialisée dans les relations amoureuses et familiales. J'accompagne les hommes, j'accompagne les femmes à vivre des relations sereines et épanouies. Je suis située au Luxembourg. Je fais des consultations uniquement en visio pour pouvoir me déplacer et donner aussi de plus en plus de conférences. Donc, mon objectif, moi, c'est de t'aider à transformer ce qui se joue dans tes relations pour sortir des schémas qui t'épuisent, des réactions qui t'épuisent, pour ne plus subir l'autre, mais aussi pour apprendre à aimer sans te perdre, pour ne plus te suradapter. Je vais t'accompagner également à gagner en capacité à te respecter, à poser des limites sans culpabilité, à communiquer avec plus de justesse et du coup à choisir, à maintenir une relation saine. Ça fait 15 ans que j'accompagne et je suis également la fondatrice de grands événements dédiés au couple et à la famille.
J'ai créé un podcast que tu vas pouvoir retrouver dans tous mes emails qui s'appelle Les chemins du couple, qui accumule à ce jour 210 000 écoutes et je mets toute mon expertise au service de ton épanouissement relationnel. Alors, je suis également la maman de 2 enfants qui ont 11 ans et 7 ans. Je suis aussi la belle maman d'un ado de 15 ans. Je suis également divorcée d'une précédente relation sans enfant et avec mon conjoint actuel avec qui on a eu nos enfants. Cela fait 12 ans qu'on est ensemble avec une spécialité de notre couple. Mais en fait, c'est aussi le multiculturel. C'est aussi les différentes langues. Donc voilà, moi je connais vraiment du coup tous ces sujets du bout des doigts. Et ma mission, c'est vraiment de te transmettre, comme tu vas le comprendre, des repères solides pour ton couple, pour ta vie, mais finalement aussi pour tes choix, pour que la relation, ou pas, des personnes qui choisissent de ne pas être en relation, et c'est OK, mais en fait pour que toute cette dynamique devienne un espace pour toi qui te fait grandir, et un espace qui devient plus serein. Parce que je sais qu'en comprenant la dynamique relationnelle, mais y compris ton propre fonctionnement interne, ton mode d'emploi et la façon dont ça se répercute dans ta relation, tu vas pouvoir réduire les malentendus, tu vas pouvoir alléger les tensions, tu vas pouvoir, comme par hasard, mais elle me fait moins de reproches, il me fait moins de reproches, tu vas pouvoir aussi faire des choix plus alignés dans ta relation. Et par exemple, quand je parle de faire un choix plus aligné, j'ai envie de te donner un exemple assez précis. C'est que tu vas pouvoir choisir de rentrer plus tôt, par exemple, le soir, parce que tu sais que ça va être safe à la maison, ça va être hyper sain, hyper cool, ça va être hyper accueillant. Donc, tu vois, tu vas pouvoir faire des choix, pas en pilote automatique, vraiment plus alignés. Tu vas pouvoir du coup être aussi moins en réaction et diminuer du coup la souffrance dans ta vie personnelle et relationnelle. Et pour moi, s'il y a vraiment un sujet qui m'a profondément fait avancer dans ma vie personnelle et amoureuse et qui fait profondément avancer les personnes que j'ai en accompagnement, c'est celui des ressentis, celui des réactions émotionnelles, qu'on peut appeler aussi des blessures. D'accord? Pourquoi? Parce que derrière chaque réaction, qui peuvent paraître disproportionnées aux yeux de l'autre, à tes yeux, et parfois même sans t'en rendre compte, donc tu es obligé d'entendre que c'est l'autre qui te dit que c'est peut-être disproportionné, il y a toujours, toujours quelque chose de plus ancien à l'intérieur de toi. Par exemple, derrière un besoin de contrôle, derrière le fait qu'on se retrait, qu'on se mette en retrait, qu'on soit un peu plus froid, un peu plus fermé, ou derrière une attaque, un pic, ou une hyper-réactivité vraiment du tac au tac, vraiment on répond mais instantanément, il y a souvent derrière ça une tentative de protection en fait, un mécanisme de défense plus ou moins conscient et pour certaines personnes, voire très inconscient. Et tant que tu ne comprends pas ce que ta réaction va chercher à protéger, tu vas recommencer les mêmes scènes. On recommence les mêmes réactions. Dans beaucoup de couples, le vrai sujet, ce n'est pas seulement la communication. Ça en fait partie, tu le verras plus tard, dans mon approche. On ne peut pas être en relation sans une communication saine. Ça, c'est un non négociable. Mais ce n'est pas que la communication, en fait, dans le couple. Alors oui, tu vas me solliciter, tu vas venir me voir en me disant, on a un problème de communication. Oui, il y en a un. Mais en fait, si on s'arrête à s'occuper que de ça, on passe à côté de énormément de choses. Et donc, c'est là où on fait des thérapies, des trucs. Et non, non, non. Et il n'y a rien qui change. Le vrai sujet, c'est pas non plus seulement le caractère de l'autre ou le tien, ton hypersensibilité ou l'autre qui a un caractère fort, qui est têtu, qui ne laisse rien passer, qui est intransigeant. Le vrai sujet, ce n'est pas seulement la mauvaise phrase de trop.
le geste de l'autre, ou à l'inverse, ce qu'il ne dit pas ou ce qu'elle ne dit pas, ou ce qu'il ne fait pas ou ce qu'elle ne fait pas. Le vrai sujet se situera toujours un peu plus profondément. Parce que tu peux apprendre à mieux communiquer, tu peux faire des efforts, tu peux choisir tes mots, tu peux rester calme, tu peux vouloir tourner la page, tu peux vouloir faire ce qu'il faut. Si intérieurement, une blessure, une réaction émotionnelle là a été touchée, ton corps, ton système émotionnel, tes mécanismes de défense vont réagir avant même que le côté la partie de ton cerveau puisse rationnellement là prendre du recul. Et c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup de personnes, et peut-être que tu te reconnais, qui vont dire, je sais, j'avais compris, je m'étais promis de faire des efforts, et pourtant ça a recommencé. Donc aujourd'hui, je ne veux pas seulement t'aider à comprendre ce sujet, je veux t'aider à comprendre depuis quel endroit tu réagis. Et si, au fil de cette conférence, tu sens, ou après, que ça met des mots précieux, précis, sur ce que tu vis, je vais t'expliquer à la fin plus en détail comment je travaille, mais sache qu'une première étape sera de réserver un appel avec Mélanie. Mélanie, elle est coach, c'est ma collaboratrice, et elle est là pour vous guider lors d'un échange offert qui dure entre 30 et 45 minutes pour que tu puisses choisir la formule la plus adaptée à ton besoin. Elle répondra également à tes questions si tu en as. Si tu regardes en rediffusion, tu vas pouvoir retrouver le lien pour réserver l'appel sous la vidéo ou dans la description. Et si tu es en direct, tu peux déjà cliquer sur le lien ouvrir la fenêtre, rester avec moi, mais comme ça, tu as le lien dans le chat là pour réserver ton appel et l'avoir déjà sous la main dès qu'on aura fini tous ensemble. Maintenant, il va falloir que tu comprennes tes réactions et pourquoi ça déborde. Alors, la plupart des personnes, comme je le disais, essayent de gérer leur réaction par la volonté. Elles vont se dire, je vais prendre sur moi, je vais me retenir, je vais être plus patient, plus patiente, je vais arrêter de parler, ou au contraire, je vais faire un effort, je vais parler plus. La volonté, elle a sa place. Mais la volonté seule ne suffit pas en fait quand une blessure est réactivée. Et surtout, ça ne tient pas dans le long terme. Et c'est pour ça qu'on va avoir des schémas qui se répètent. Mais Céline, ça allait mieux. Moi, c'est toujours ce que j'entends, hein. Mais ça allait mieux pendant quelques mois, puis là, ça revient. Bah oui, parce que vous avez fait des efforts, vous avez mis de la volonté en place, et en fait, il y a juste un moment donné, mais ça ne tient plus. La volonté, c'est un élastique, hein. Vous pourrez retrouver sur mon podcast où j'en parle de la volonté. En fait, c'est un mécanisme, c'est une batterie qui s'épuise. Donc, si on ne la recharge pas, et en fait, on ne la recharge jamais, mais ça s'épuise. Donc, ça ne tient pas dans le long terme. Donc, quand la blessure est activée et réveillée, encore et encore, du matin au soir, un peu tous les jours, bah en fait, à un moment donné, ça ne suffit plus. Une réaction émotionnelle, une blessure, ne naît pas de ce que l'autre fait ou dit. Elle naît d'une rencontre entre une situation présente et une zone sensible en soi. Je te donne la séquence. Tu vas vite comprendre. Le fait. On commence. Point 1, le fait. Par exemple, une phrase, un oubli, un ton, une distance, un manque d'attention, un message qui n'a pas été envoyé. Tu choisis le fait qui te parle. Essaie d'en choisir un, par exemple, que tu as vécu sur les 7 derniers jours. Et je suis certaine que tu en reconnais au moins un. Ça, c'est le fait. Deuxième étape, il va y avoir ton interprétation, qui est d'ailleurs pas forcément consciente. Là, il va falloir mettre un peu de toi et essayer de comprendre, de voir comment tu interprètes ce fait. Je ne compte pas, je suis de trop, je suis pas respectée, je peux pas faire confiance, je suis seule, on me prend pour un idiot, c'est pas juste, c'est pas normal. Tu vois, je te donne toute une petite liste. Le fait, ton interprétation. Puis après, il y a comment ça va résonner à l'intérieur de toi. Le corps qui se tend, il se passe quelque chose, la mâchoire qui se serre, souvent c'est le cœur qui accélère. En fait, tu as ton système nerveux qui est en train de passer en mode
protection. Et puis du coup, comme il est en train de passer en mode de protection, il va y avoir le mécanisme de protection, ce qu'on va appeler le masque aussi, qui va se mettre en place. Et là, c'est quoi? Mécanisme de protection. Tu te fermes, tu attaques, tu insistes, tu contrôles, tu deviens froid, tu fais des reproches, tu veux avoir le dernier mot, tu te venges, tu surexpliques, tu rationalises, tu dramatises, tu te sacrifies. T'as vu là tous les différents mécanismes de protection, les différents masques qui peuvent se mettre en place? Et en fait, à ce moment-là, il faut que tu comprennes que la relation n'existe plus, hein. La seule chose qui va exister, c'est réaction, mécanisme de protection face au fait. Le fait déclenche une réaction. Réaction, mécanisme. Fait, réaction, mécanisme. Fait, réaction, mécanisme. Et dis-toi bien que l'autre rentre dans la même chose. Dans beaucoup de conflits, dans beaucoup d'incompréhensions, le fait là, le sujet là-haut, visible, ne raconte qu'une toute petite partie de l'histoire de ce qui se joue dans ta relation. Le vrai sujet se situe en dessous. Pour que ça soit encore plus concret, je vais te donner deux images très différentes. Une qui vont parler à beaucoup d'hommes de ce qu'ils vivent intérieurement, d'autres à beaucoup de femmes. Et attention, de nouveau j'insiste, à chaque fois que je donne des exemples hommes-femmes, ce ne sont pas des cases pour enfermer l'autre, d'accord? Ce sont des grilles de lecture pour t'ouvrir les yeux. Ce sont des tendances qu'on retrouve très souvent, que moi je déjà retrouve très souvent dans mes accompagnements, mais ce n'est pas forcément comme ça que il faut pas avoir l'esprit étriqué, d'accord? Ça c'est pour moi c'est important. Chez beaucoup d'hommes, exemple vraiment typiquement masculin, quand une blessure est touchée, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'injustice, ce n'est pas la tristesse qui va sortir en premier comme émotion. Ce qu'on va voir, c'est le combat. C'est comme si à l'intérieur, là, il y avait un tribunal qui s'ouvrait en une seconde. Le juge, l'avocat et la plaidoirie. Et en fait, le petit sujet devient toute une affaire à défendre. La phrase de l'autre, le reproche, il est plus entendu dans ton monde intérieur si tu es un homme comme une émotion ou comme un besoin, hein. Et en plus, il faut que ça soit bien formulé. Et c'est pas toujours le cas dans la communication. Donc par exemple, tu entends de ta femme, ouais, tu vois, t'as encore oublié la vaisselle. Bon, c'est pas bien formulé. On parle d'un fait plutôt que d'un besoin. Mais en fait, chez toi qui reçoit ça, ben, tu vas l'entendre comme une accusation, le tribunal. C'est comme quelque chose que tu dois corriger, qu'il faut démonter. Et qu'il faut même démontrer que le pourquoi tu n'as pas fait la vaisselle. Non mais en général, on est bien d'accord. Dites-moi si ça vous parle. Vous pouvez vraiment me l'écrire. Voilà, dites-moi si vous vous reconnaissez ou si vous reconnaissez votre mari dans cette situation. En fait, à ce moment-là, quand tu entends ça, ça menace quelque chose de la valeur, de la droiture, de la place. Et du coup, qu'est-ce que va faire monsieur principalement? Il va vouloir rétablir les faits, il va vouloir expliquer, il va vouloir prouver, il va vouloir remettre les choses dans le bon ordre. Il va vouloir peut-être avoir le dernier mot, parce qu'au fond, on est d'accord, on veut tous avoir le dernier mot, homme, femme, attention. Mais en fait, il essaye aussi de reconnaître qu'il n'est pas le coupable qu'on est en train de décrire. Et donc, à ce moment-là, il peut avoir, il peut donner l'impression, plutôt, qu'il est en train d'être logique, il est rationnel, clair. Mais en réalité, c'est la blessure, la réaction émotionnelle d'injustice qui est montée à la barre, hein. Donc, du coup, c'est plus un échange, ça va être je me défends, je me protège de quelque chose. Je prends un autre exemple. Si toi, tu es une femme et que tu dis à ton mari, et donc, hop là, mais en fait, quand tu pars sans rien dire, j'en ai marre, c'est toujours la même chose, lui, il ne va pas entendre quelque chose de l'ordre de qui est douloureux chez elle, en fait. Il va entendre, t'es un mauvais conjoint, t'en fais jamais assez,
tu es encore fautif. Et donc, le tribunal va s'ouvrir et il va répondre, mais en fait, c'est pas vrai. D'ailleurs, la dernière fois, à tel moment, à telle heure, dans telle situation, ce n'est pas toujours, parce qu'en plus, il faut compter les points, tu exagères, tu oublies tout ce que je fais, tu me reproches toujours les mêmes choses. En fait, c'est le tribunal intérieur qui va s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'au fond, c'est pas le comportement qui est touché, c'est la blessure. Et dans ce cas, l'injustice. Et très souvent, la blessure d'injustice, quand on la ressent, le premier réflexe, c'est de se défendre. Et quand je vous parlais d'énergie masculine ou féminine, et que si je prends des exemples hommes-femmes, c'est juste pour parler à tout le monde, parce qu'on a des réactions différentes. Moi qui ai, donc, comme je le disais, une énergie beaucoup plus masculine, moi, la blessure d'injustice, je lève la main, hein. La première chose, je la connais par cœur, en fait. Et donc, à ce moment-là, quand toi, tu as ce tribunal qui est là, ben en fait, tu vas peut-être paraître arrogant, tu vas être dans le déni de la situation. En fait, tu vas donner des indicateurs qui sont au-delà de la relation. On n'est que dans de la réaction. Parce qu'en fait, tu es en train de lutter déjà intérieurement. OK? Donc, ça va abîmer la relation. Donc, perte de joie, perte de complicité. Je prends un autre exemple pour vous, mesdames. Chez beaucoup de femmes, une des blessures qu'on va assez souvent voir en premier, c'est le sentiment de se sentir abandonné. Et en fait, à nouveau, quand il y a ce sentiment qui émerge, on ne voit pas le combat interne, en fait. On voit l'alarme. Comme si, à l'intérieur, il y a une alarme relationnelle qui se déclenchait, hein. Et vous voyez le gros bouton rouge, là. C'est pas une petite sonnette, hein, la petite sonnette du, du vélo, hein. On est sur le gros truc rouge, là, hein. Et en fait, cette alarme, elle, ce qu'il va ressentir, donc quand cette blessure est activée, c'est la relation est en danger. Tu vas te retrouver toute seule. Tu vois, tu ne comptes pas pour ton mari. Et quand cette alarme se déclenche, elle, ce qu'elle veut chercher, c'est rétablir le lien tout de suite. Elle ne veut pas attendre. Elle veut parler, elle veut comprendre, elle veut une réponse, elle veut une preuve. En fait, elle veut sentir que son mari est là quand il n'a pas prévenu. De l'extérieur, ça va ressembler, pour la personne qui reçoit tout ça, hein, donc monsieur, à beaucoup trop de questions, à trop d'insistance, à trop d'émotions, à trop de reproches. Mais en fait, ce qui se passe chez madame à ce moment-là, c'est souvent beaucoup plus profond. C'est pas juste elle en fait trop, en fait. C'est une partie d'elle qui vraiment panique à l'idée de perdre le lien et d'être vraiment abandonnée. Donc, par exemple, je vais reprendre un autre exemple pour vous, mesdames. Ton mari rentre, il est fatigué, fermé. Voilà, il se passe plein de choses dans sa tête. Il a peut-être un poste à responsabilité. Et ce qu'il veut juste, c'est putain, faire encore un break parce qu'il vient de se taper 1 heure de bouchon. Ça, c'est pour les solidaires du Luxembourg qui passent des heures quand même dans les embouteillages ou en région parisienne ou dans les grosses villes. Bref, en fait, faut pas croire, hein, 1 heure d'embouteillage, ça attaque beaucoup, hein, le système nerveux, ça fatigue, d'accord? Donc, monsieur rentre, il est fatigué, il est dans sa tête, et en fait, il veut juste avoir un moment pour se déposer. Mais en fait, si, madame, toi, ton sentiment d'abandon, là, ta blessure d'abandon est touchée, tu vas pas voir juste un silence, tu vas pas juste voir de la fatigue, tu vas pas juste voir il a besoin de break. Toi, tu vas le ressentir comme j'existe plus, je passe après tout le reste, je vais encore devoir faire toute seule. Et là, c'est l'alarme qui se déclenche. Elle va poser une question, puis en fait, elle va en poser une deuxième, puis elle va revenir sur le sujet, et puis le ton va monter, puis elle va reprocher, puis elle va insister, et ça déborde. Ça, c'est le truc du soir. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle cherchait pas à avoir raison. Elle cherchait à rétablir la sécurité dans la relation, pour ne pas vivre ce sentiment d'abandon. Donc, ce que toi, monsieur, tu vas ressentir comme une attaque, à ce moment-là, un excès, une dramatisation, en fait, c'est une femme qui, l'alarme abandon, est déjà en train de sonner très fort à l'intérieur d'elle. Et vous voyez bien ici, en fait, toute la difficulté dans le couple, c'est qu'il y en a un, puis en plus, alors imaginons que toi, tu as la blessure d'injustice, et là, tu reprends la scène de départ, tu dis, waouh, ok, je me suis pris un reproche parce que j'étais fermée, le tribunal s'ouvre, je veux me défendre, mais l'autre en face est dans l'alarme, il veut sauver le lien,
mais l'autre veut rétablir la justice, mais l'autre veut rétablir la connexion. L'un argumente, l'autre insiste, l'autre commence à se braquer, l'autre déborde. Et chacun croit que c'est l'autre le problème, alors que vous êtes tous les deux en train de réagir, blessure contre blessure, sentiment, réaction contre réaction. Imagine deux personnes dans une pièce. Sur le sol, il y a 5 blessures ouvertes. Donc moi, j'en ai pris 5, l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Au début, tout va bien, en fait. Puis à un moment donné, sans le savoir, sans le conscientiser, l'un avance et bam, il marche sur la blessure de l'autre. L'autre, qu'est-ce qui va se passer? Il va réagir vivement. Donc il va réagir, il va se retourner, il va se défendre, il va hausser le ton, il va se fermer, il va attaquer, il accuse. Et tu vois, en fait, c'est toujours pareil avec toi. Voilà ce qui est dit. Mais en réalité, il a déjà marché sur quelque chose de douloureux. Et en fait, dans le couple, c'est souvent ça qui se passe. L'un appuie là où ça fait mal, l'autre réagit, et le premier se sentant attaqué, enfin, le premier se sentant en plus ne comprenant même pas qu'il a appuyé, il va se sentir attaqué à son tour, donc sa blessure va s'activer, donc l'autre va appuyer là aussi où ça fait mal, et on rentre dans cette dynamique de blessure contre blessure. Ce que je vais t'aider là aujourd'hui, c'est déjà à reconnaître les blessures, quel masque que ça protège, et qu'est-ce qui va du coup se répéter dans la relation. Donc on va identifier les 5 grandes blessures quand elles sont touchées, hommes, femmes, différents mécanismes de défense qu'on va appeler des masques qui vont vraiment se mettre en route. Et puis, je vais te les présenter vraiment une par une et puis je te donnerai une façon de communiquer. Est-ce que vous vous reconnaissez plus chez les hommes ou chez les femmes? Je vois que vraiment, je suis toujours heureuse d'avoir autant des hommes que des femmes. Complètement en plein dedans. Merci, monsieur, qui me valide. Enfin, qui valide mon explication. Ok, moi, ça me va. Moi, ce qui est important pour moi, c'est vraiment que... Alors, je vous le dis, je fais une petite parenthèse, hein. J'adore travailler autant avec les hommes qu'avec les femmes. C'est beau de voir les différences. Et du coup, on peut faire plein de belles choses. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est important que vous puissiez vous reconnaître l'un et l'autre et que vous puissiez peut-être aussi mettre de la lumière sur votre partenaire. Exactement cela. Injustice contre abandon. C'est notre schéma de dispute principal. Merci. Ah, il y a de la compréhension. Super. Continuez, hein. Vous voyez, je fais vraiment de façon anonyme, mais vraiment merci de partager. C'est important parce que ça me permet aussi de continuer à vous donner des indications tout au long de cette conférence. Donc, top. Alors, on continue. Je vous présente les blessures. Euh, Partie un petit peu plus théorique, mais j'adore ça. Première blessure. Donc, je n'en ai pas encore parlé. Je vais vous donner l'exemple. Blessure, ce qu'on appelle de rejet. La blessure de rejet, c'est l'endroit qui se sent repoussé. C'est l'endroit qui se dit, à l'intérieur de soi, à l'intérieur de toi, qui te dit, je ne suis pas voulu, je ne suis pas accueilli, je ne suis pas désiré, je n'ai pas ma place, je dérange, je suis de trop. Un peu, voilà comment tu vas pouvoir définir si tu reconnais cette blessure de rejet. Dans le couple, il faut savoir que cette blessure peut être extrêmement douloureuse parce qu'elle touche directement la place que tu crois avoir dans la relation. Quand la blessure de rejet se réactive, tu n'es pas en train de lire la situation. Tu n'es pas en train de voir la situation. Tu es en train de lire la situation à travers ta peur de ne pas compter, de ne pas être choisi, de ne pas être désiré ou accueilli. Très souvent, le masque, le mécanisme de protection qui va se mettre en place à ce moment-là, c'est le repli, le retrait. Je coupe. La fuite, que ça soit intérieure ou extérieure. Je sors de la pièce. OK? Très souvent, de nouveau, on ne va pas faire des généralités, mais je vais quand même vous donner des indications. On va retrouver cette blessure de rejet chez des hommes. Donc, par exemple,
J'ai prévu plein d'exemples, mais j'ai celui-là qui me vient en tête, donc je vous le partage. Je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup, je m'investis beaucoup dans mon travail et en fait, je rentre le soir. Oui, ok, j'ai oublié de débarrasser la table. Merci monsieur qui débarrasse pas la table au petit déjeuner. Je prends l'exemple de mon mari. Et en fait, moi, sa femme, je reste. C'est pas juste, c'est toujours moi qui fais le ménage. Enfin bref, vous comprenez le truc, hein? Et en fait, dès qu'il passe la porte, ouais, de toute façon, il n'est pas accueilli puisque je vais lui dire tout de suite, ouais, de toute façon, ce matin, c'est encore moi qui ai débarrassé la table du petit déjeuner. Voyez? Et donc là, ce qu'il va ressentir, ça va être, s'il est dans cette blessure de rejet et que ça ouvre quelque chose chez lui qu'il connaît déjà, de par le passé, et ben en fait, c'est la blessure de rejet qui va être là. Donc souvent, on va le reconnaître, ce mécanisme, un peu plus chez les hommes. OK? Donc, pour beaucoup d'hommes, la blessure de rejet, je vais redonner aussi un autre exemple que j'avais, en fait, c'est toujours des situations qui peuvent sembler très banales de l'extérieur. Je vais prendre un exemple. Souvent, ce que j'entends, surtout à partir d'un certain âge, je m'adresse quand même en général aux personnes qui ont 35 ans et plus. Donc, tu es un homme, hein. Je te parle à toi que tu es un homme. Ok? Tu veux te rapprocher de ta femme, tu as envie d'un moment plus intime, et là, elle te dit non. Pas maintenant. Elle te dit qu'elle est fatiguée, elle te dit qu'elle n'est pas disponible. Ou elle va te répondre même de manière un peu sèche, un peu fermée, un peu distante. En fait, si on prend sur le moment, objectivement, c'est un refus ponctuel sur cet instant. Mais qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de toi? Ça va devenir, elle me désire plus, je suis pas important, je suis repoussée, je n'ai plus de place, je compte moins que tout le reste. Alors imaginez quand il y a des enfants qui viennent se mêler, elle s'occupe que des enfants, les enfants passent avant moi, donc c'est tout ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir comme réaction? Soit tu vas te fermer, soit tu vas devenir froid, soit tu vas prendre de la distance, soit tu ne dis plus rien et tu ne demanderas plus rien, soit tu fais aussi, à l'inverse, comme si ça ne t'atteint pas, alors qu'en fait, tu es en train de t'éloigner. À l'inverse, tu peux aussi réagir de manière beaucoup plus indirecte. Tu ne te dis pas vraiment, en fait, ce qui t'a blessé, mais tu vas te montrer beaucoup plus sec, moins disponible, moins aidant, plus ironique, plus piquant. Et pas forcément pour faire mal consciemment, mais parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose en toi qui a été touché et qui veut reprendre la maîtrise. Donc à ce moment-là, tu n'es pas en train de dire je me suis senti rejeté, parce qu'il faut mettre de la conscience sur je me suis senti rejeté. Ce que tu vas exprimer, ça va être surtout, tu vois, avec toi, il faut jamais rien demander. De toute façon, c'est jamais le bon moment. Laisse tomber. Ou alors tu vas devenir absent. Beaucoup de femmes à ce moment-là vont voir ce retrait, ce mécanisme de protection, comme du désintérêt ou alors de la punition. Alors qu'en fait, il y avait une douleur qui n'avait pas été nommée. Pour les femmes, la blessure de rejet va se vivre un petit peu différemment. Euh, Par exemple, toi, tu vas parler, tu vas raconter quelque chose qui t'a touché, qui était important pour toi, tu essayes d'ouvrir un sujet, et en face, tu vas voir quelqu'un, allez, on se prend l'exemple typique, qui reste sur son téléphone, qui répond peu, qui minimise, qui coupe court à la conversation, ou alors qui va même passer très vite à autre chose. En fait, objectivement, il n'a pas voulu te blesser, mais toi, à l'intérieur de toi, ce que ça va réveiller immédiatement, c'est ce que je ressens compte pas, je suis trop, je dérange. En fait, et alors, le bon vocabulaire, en fait, c'est je ne suis pas accueillie, je ne suis pas rejointe. Tu vas peut-être pas utiliser ces mots-là, mais en fait, c'est ce qui se passe. Et donc, selon ton fonctionnement, à nouveau, soit tu vas te replier en silence parce que ça fait mal, soit au contraire, tu vas faire quoi? Tu vas devenir plus insistante, plus tendue, plus critique. Ah, tu vas réouvrir les vieux dossiers là qui étaient encore sous le tapis et que vous avez toujours pas mis sur la table. Parce qu'en fait, ce que tu veux faire, c'est que tu veux forcer la reconnexion là où tu t'es senti rejeté. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la blessure de rejet, on peut facilement aussi passer d'un besoin de lien à une stratégie qui coupe le lien. Chez beaucoup d'hommes, ça va être le retrait, la froideur. Chez beaucoup de femmes, ça va être l'intensification émotionnelle, la relance, le reproche, une hypersensibilité à ce moment-là. Mais dans les deux cas, ce qui est en train de parler, ce n'est pas la situation du moment, c'est une partie de toi qui vit cette scène, là, le truc tout en haut,
comme un rejet beaucoup plus profond. Qu'est-ce qui se passe dans le couple? L'un se sent rejeté, sa manière de réagir va peut-être même parfois être rejetante pour l'autre, et en fait, bah, ça va activer sur ta blessure. Comme on aura fait tout le bilan de toutes les blessures, tu vas voir un petit peu, toi, ce que ça va venir se jouer. Mais ça peut être aussi rejet avec rejet, hein. C'est très important de le comprendre. Donc, quand tu vas te replier pendant 2 jours, quand tu coupes le lien, quand tu deviens froid, quand tu fais payer aussi, hein, la punition chez les femmes, souvent c'est ça, hein, bah voilà, t'as voulu, t'as pas fait le ménage ou quoi que ce soit. Il y avait une expression, mais elle est un peu vulgaire en France, mais en gros, dans le lit, je me retourne et puis tu vas avoir mes fesses, quoi. C'est tout, rien d'autre. Ok? Donc, il va vraiment y avoir ça. Et ben l'autre, il va aussi le vivre en mode rejet à son tour. Quand tu insistes, quand tu reproches, quand tu cherches à arracher la preuve de lien, bah, l'autre va aussi pouvoir se sentir envahi et se retirer davantage. Donc là, vous n'êtes pas en train de vous retrouver et d'être en relation, hein. Vous êtes réaction face à réaction. Ça, c'est hyper important. Et vous êtes en train donc du coup de vous protéger l'un de l'autre à partir de votre douleur. Pour vous aider, déjà, aujourd'hui, le premier petit pas, c'est de comprendre qu'il y a une phrase. Je parlais un peu de communication, je vous donne déjà cette information, une phrase de responsabilité émotionnelle. Elle est très simple. C'est de dire à l'autre, je ne souffre pas parce que tu m'as repoussé à cet instant. Je souffre aussi parce que cette scène, cette situation réveille en moi quelque chose de plus ancien, qui est de ne pas avoir ma place. Et ceux qui pensent que de parler de ses ressentis, de parler de son histoire, de reconnaître, c'est être faible, non, c'est hyper important. J'en parle dans différentes conférences, dans mes accompagnements. On est en train de faire une connexion, une intimité émotionnelle dans la relation. La relation existe grâce à cette intimité émotionnelle. Et ça change tout. Parce qu'au lieu de dire et de rester dans des réactions tu me rejettes, tu peux progressivement aller vers ce que tu as réveillé là chez moi comme douleur de rejet. Je vais apprendre à ne plus me laisser cette douleur piloter ma réaction. Je te laisse voir un petit peu si cette blessure te parle. Déjà, si regarde un peu tes mécanismes de protection. Est-ce que tu te replies? Est-ce que tu te coupes? Est-ce que tu deviens froid? Est-ce que tu vas attaquer indirectement? Cette vision aussi de mécanisme de protection va te donner aussi des indications sur ce qu'il se passe à l'intérieur de toi dans cette blessure émotionnelle. Première blessure qu'on a vue, donc, c'est celle du rejet. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que ça parle? Ouais, c'est en train de parler, hein? Ok. Deuxième blessure, on va parler de la blessure d'abandon. Souvent, un peu plus chez les femmes. Voilà, un petit peu, d'accord? Alors, il faut comprendre que la blessure d'abandon est différente de la blessure du rejet. C'est très important de faire la distinction et objectivement, même moi des fois j'oublie les mots et je les remélange. C'est vraiment, on utilise des fois le rejet pour l'abandon et abandon pour rejet. Donc attention, c'est différent. On a le rejet, j'ai pas ma place, et l'abandon. Ok? Dans le rejet, on est souvent repoussé. Et d'ailleurs, c'est comme ça que moi je fais RR. Rejet, c'est être repoussé. Dans l'abandon, on se sent laissé, on se sent seul, on se sent pas soutenu, on se sent pas choisi. C'est pas la même chose. Donc, dans le couple, cette blessure est aussi extrêmement fréquente. Pourquoi? Elle se réactive dans des moments très précis du quotidien. Je me sens abandonnée parce que l'autre est indisponible. Par exemple, le travail prend toute la place. Les enfants prennent toute la place. La famille, la belle famille prend toute la place. Les amis prennent toute la place. Les enfants, j'ai déjà dit. Le téléphone prend toute la place. Le football pour messieurs. Et pour mesdames, le développement personnel, par exemple. Bref. Euh, En fait, il y a quelque chose qui prend toute la place. Et du coup, ce qu'on va observer, ça va être
du silence après un conflit, mais en fait, c'est le fait de vraiment se sentir seul. Pour les femmes, c'est vraiment, tu vas avoir besoin de parler, tu vis quelque chose de lourd et tu sens que tu veux que ton mari, là, ton partenaire, il soit présent, il soit soutenant, il soit disponible. Mais il se ferme. Il va partir dans des solutions. Ou alors il va retourner au travail, ou alors il va retourner à l'écran. Ou alors il va te dire, on en reparlera plus tard. Et c'est là où, pour certaines, il y en a qui vont ressentir la blessure de rejet, mais il y en a qui vont se sentir toutes seules. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple un peu plus précis, mais j'en ai plein, mais c'est pas grave. Enfant. Donc, il y a eu un problème à l'école, tu as dû gérer à l'école, et en fait, tu essaies d'en parler à ton mari. Ouais, enfin bon, ça va, hein, c'est pas la fin du monde. Réaction en face. Bah en fait, là, c'est bon, mais je me sens seule en fait avec le comportement qu'a eu mon fils, ma fille ou les copains envers mes enfants. Tu vois la différence entre abandon et rejet? C'est vraiment pas la même chose. Et donc en fait, ce qu'il faut de nouveau comprendre, c'est que l'autre n'a pas l'intention consciente de t'abandonner, mais toi à l'intérieur, c'est ce que ça vient réveiller comme douleur. Et c'est là où tu vas te dire, je me sens seule, je porte tout, quand j'ai besoin, il n'y a personne, je ne peux pas compter sur lui, de toute façon, je suis pas sa priorité, encore une fois, je passe après. C'est pas la même chose que le rejet où on est repoussé. C'est vraiment deux sentiments quand même différents. Et en fait, là, la réaction peut devenir aussi très intense. Tu vas relancer, tu veux parler tout de suite, tu vas pleurer, tu vas te mettre en colère, tu vas faire des reproches, tu rappelles les mêmes moments, c'est pas la première fois, c'est toujours la même chose. En fait, tu cherches à prouver que c'est pas un petit épisode ponctuel, mais un schéma répétitif. L'autre en face, il va commencer à voir ça et il va se dire, mais ok, c'est bon, elle remonte tout encore à la surface, elle dramatise trop, elle en fait trop. Mais en fait, à l'intérieur, vraiment, c'est une blessure d'abandon qui s'est réactivée. Pour les hommes, qu'est-ce qui va se passer? C'est, tu rentres chez toi euh, et tu sens que voilà, ta femme, elle n'est pas vraiment là avec toi, elle est absorbée, absorbée par les enfants, par les trucs. Il y a une tension, il y a quelque chose, il y a tout ce qui manque. Toi, tu vas avoir l'impression de faire, mais en fait, tu ne retrouves pas ces moments de complicité, quelque chose qui est simple. Et c'est ça que tu vas vivre. C'est en fait, de toute façon, je me sens seule dans ce couple, je la comprends plus, je la retrouve plus, je passe après les enfants, j'ai plus ma place, je compte plus vraiment. Tu vois, c'est ça en fait, le côté abandon, c'est vraiment ce sentiment d'être un peu seul. Mais comme beaucoup d'hommes ont appris à beaucoup moins nommer ce vécu en termes d'abandon, ça va aussi se transformer en irritation ou en retrait. C'est pour ça que souvent dans les réactions, le rejet, on voit un peu la même chose. Ou en critique. Donc, ou en compensation. Donc, par exemple, bah, on va se mettre beaucoup plus dans le travail, on va aller beaucoup plus sortir, on va rentrer beaucoup plus tard, on va se fermer émotionnellement. En fait, l'homme ne va pas dire, mais j'ai peur d'être abandonné. D'ailleurs, il peut dire totalement l'inverse. Il va essayer de vraiment compenser par l'action, il va s'occuper, il va faire plein de choses. Alors qu'au fond, il va peut-être vivre très mal le fait de ne plus être prioritaire. Ça se passe aussi beaucoup ce décalage pour les jeunes parents. Donc peut-être que, voilà, si vous avez des enfants qui sont grands, regardez si ce sentiment n'a pas été exacerbé à la naissance d'un ou des enfants. Parce qu'au départ, la femme est mobilisée entièrement par les enfants. Et du coup, il va ressentir, mais en fait, c'est ça, je ne compte plus, je suis passée au second plan, au troisième plan. Et au lieu de verbaliser, on se réfugie dans le travail, dans les sorties. Donc, chez beaucoup de femmes, ça va être vraiment dans une demande de lien. Donc, vraiment, c'est je veux être retrouvée. C'est vraiment ça. Mais en fait, ce qu'il se passe, c'est si tu n'es pas là, je m'effondre. Si tu n'es pas disponible, alors je me sens seule au monde. Si tu ne me rassures pas, alors je pars dans ma douleur. Et du coup, ça va devenir dans le couple une poursuite. L'un a besoin de plus de lien, l'autre
peut aussi se sentir sous pression pour une raison X ou Y qui va s'éloigner. Plus il s'éloigne, plus l'autre souffre. Plus l'autre souffre, plus il insiste. Et c'est là où c'est aussi où ça se tend. Parce que le piège, c'est l'attente. En fait, là, et ça c'est plus souvent chez les femmes qu'on va le retrouver, autant les hommes vont être dans la compensation, autant les femmes, c'est l'attente. J'attends que l'autre me rassure assez, j'attends que l'autre fasse du travail sur lui, j'attends que il ou elle me montre plus d'attention, j'attends qu'il remplisse ce manque. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut faire pour sortir de ça, il faut aller voir la phrase de responsabilité émotionnelle, c'est je ne souffre pas parce que tu n'es pas disponible maintenant. Je souffre parce qu'en moi, ça réveille une peur profonde d'être seule, de ne pas compter, de ne pas être choisie. Chez un homme, c'est un peu la même chose. C'est je ne souffre pas parce que tu t'éloignes ou que tu t'occupes plus des enfants. C'est je souffre parce que ça réveille en moi quelque chose de l'ordre de la solitude. Et à partir de là, la question, c'est pas pourquoi tu n'es pas là pour moi. La vraie question, c'est comment je peux reconnaître cette blessure d'abandon en moi sans continuer à exiger que l'autre la guérisse à ma place. Donc l'idée, c'est de te demander vraiment dans mon couple, quand je me sens seule, est-ce que je reconnais cette douleur sans laisser mes mécanismes prendre le dessus? Et souvent, ça va être la demande incessante, le reproche, la plainte, ou au contraire, vraiment, le retrait, mais le retrait avec une forme de compensation. Par exemple, chez les hommes, on va retrouver aussi beaucoup, hein, qui va retravailler le soir ou qui va rester beaucoup sur son téléphone. Parce qu'en fait, il y a ça à l'intérieur qui s'est joué à un moment précis. Et ton besoin de lien, il est légitime, hein, mais la responsabilité de ton apaisement t'appartient. Alors du coup, ce qui est génial, c'est que ça donne plein de possibilités pour avoir des vraies réactions différentes dans la relation. Ok? Donc ça, c'est le sentiment d'abandon. Le troisième, ça va être la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation, elle va toucher un endroit très délicat. Parce que c'est l'endroit où on se sent rabaissé, diminué, exposé, honteux, dégradé, profondément mal à l'aise avec ses besoins. C'est une blessure qui a souvent beaucoup de liens avec la honte, avec la culpabilité, avec le fait aussi de prendre trop peu de place ou au contraire d'avoir des réactions très fortes quand tu te sens mise en défaut. Dans l'humiliation, c'est souvent aussi une difficulté de prendre soin de soi, d'exprimer ses besoins et de s'autoriser juste à être dans la relation. Donc on va avoir beaucoup de notions de sacrifice, de je donne beaucoup, et puis du ressentiment, du débordement. Pour beaucoup de femmes, cette blessure peut se voir dans quelque chose de très insidieux. C'est des femmes qui vont donner beaucoup, qui vont gérer beaucoup, qui vont anticiper beaucoup, qui vont prendre soin des autres, qui vont porter beaucoup, qui vont faire tout pour tout le monde, où tu vas t'oublier. Et où d'ailleurs, où tu vas très peu exprimer tes besoins, ou alors trop tard, quand tu es à bout. Et puis un jour, tu éclates, tu reproches tout et n'importe quoi, tu te sens envahi de colère et de dégoût. Et là, en fait, tu as la sensation qu'on abuse de toi, qu'on ne te respecte pas, qu'on ne voit pas tout ce que tu fais. Ce qui se joue en dessous, c'est qu'en fait, pendant longtemps, tu n'as pas osé donner de la vraie place à tes besoins. Et tu peux aussi ressentir cette blessure si ton partenaire, bien évidemment, te parle de manière dévalorisante, s'il te reprend devant les enfants, s'il se moque de toi, s'il banalise ce qui était important pour toi, s'il te donne le sentiment d'être ridicule, trop, pas assez, mal. Ça, c'est pour les femmes. Pour les hommes, l'humiliation, ce sentiment d'humiliation va se réactiver souvent dans des moments où ils se sentent aussi diminués, disqualifiés, voire impuissants. Donc, par exemple, tu es en train de faire quelque chose à ta façon et c'est repris sèchement. Tu as une intention de faire quelque chose pour aider, mais on te reprend sur tout ce que tu n'as pas fait, tout ce qui ne va pas. Tu te fais aussi corriger devant les enfants. Tu as le sentiment qu'on te parle comme un enfant. Hein, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver très souvent. Et donc, du coup, si tu es comparé aussi aux autres maris, ça, c'est quelque chose qui peut vraiment faire jaillir une blessure d'humiliation quand il y a ta femme qui commence à dire
Ouais, enfin bon, de toute façon, le mari d'une telle, lui, il fait ça. En fait, ça compare, c'est limite un peu moqué et ça peut être vraiment dire, mais en fait, t'es un incapable. Donc, il y a vraiment de l'humiliation derrière ça. Et en fait, beaucoup d'hommes, vous n'allez pas commencer à dire, ouais, coucou, salut chérie, je me suis sentie humiliée. Non, en fait, la réaction primaire, ça va être, elle abuse, elle me parle n'importe comment, je vais pas me laisser faire, je supporte pas qu'on me parle comme ça. Tu vois, on va être dans des réactions aussi très fortes. On va être dans des réactions qui vont souvent devenir chez les hommes quelque chose de sèche, d'agressive, cassante, fermée aussi. Parce qu'en fait, derrière, ce qu'on veut retrouver, ce que tu veux retrouver, c'est de la dignité quand tu t'es senti écrasé. Donc, dans la blessure d'humiliation, il va y avoir aussi une difficulté très forte à dire juste là, j'ai honte, je me suis senti diminuée, je me suis senti rabaissée. Donc, du coup, ça va être le mécanisme de protection qui va parler à ta place, qui va être chez les femmes, donc beaucoup le sacrifice, le surinvestissement, puis après l'explosion. Et chez les hommes, ça peut être la dureté, la contre-attaque, l'ironie, ou alors se fermer aussi. Et donc, en fait, souvent, à nouveau, on va avoir une scène où l'on ne se comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe. Parce que vous ne voyez, tous les deux, que la réaction finale, en fait. On ne voit pas là où il y a eu de la honte, où il y a de l'attente intérieure qui a été réveillée. Là, la phrase que tu peux utiliser dans la communication, dans la responsabilité émotionnelle, c'est je ne réagis pas à ta remarque sur les copines et les copains et les conjoints, c'est je réagis aussi en moi qui s'est senti rabaissé, exposé, humilié. Et ça va changer énormément de choses. Parce que quand on dit vraiment objectivement à l'autre, mais là je me suis senti humilié, bah, si c'était pas son intention, bah, en fait ça change totalement la dynamique. En général, il y a des remises en question. Donc, vous voyez comment vous avez une grosse responsabilité aussi à faire cette conscience et à comprendre, en fait. Au lieu de t'écraser, au lieu de rendre l'autre coupable, eh ben, tu vas aussi aller voir ce qui est en toi. Quatrième blessure, blessure de trahison. Voir un petit peu. Blessure de trahison, là, ça passe aussi par un autre endroit qui est assez particulier. C'est souvent de l'incohérence, le mensonge, la parole non tenue, le double jeu, la promesse non respectée, le décalage entre ce qui est fait et ce qui est dit. Alors, quand on a la blessure de trahison, on a un besoin de fiabilité, de loyauté, de cohérence. Et souvent, quand cette blessure se réactive, ce qui va apparaître, c'est le contrôle. Alors, c'est pas forcément le contrôle spectaculaire, hein. Tu sors pas à telle heure, tu rentres à telle heure, tu fais qui. Non. Des fois, c'est assez discret, mais constant. Ça va être un besoin de vérifier, un besoin d'anticiper, un besoin de savoir, un besoin que les choses soient claires, et surtout aussi un besoin que l'autre respecte ce qui a été dit, et aussi le besoin d'être rassuré en maîtrisant les situations. Chez les hommes, cette blessure peut être extrêmement présente justement parce qu'elle va s'exprimer sous une forme socialement très acceptée. La maîtrise, hein, vous voyez l'homme fort. Et je suis d'accord, hein, moi aussi. Hein. La force, la fermeté, le fait de vouloir garder la main et le fait de ne pas se montrer vulnérable. Par exemple, tu avais prévu quelque chose, repas professionnel, le plan était prévu, une parole avait été donnée, tout était clair, les décisions étaient prévues, enfin bref, le cadre était posé. Et puis, il y a quelque chose qui a changé, ou quelque chose qui t'a été caché. Et tu découvres un détail, et puis un autre. Parce qu'en plus, en général, on est quand même assez intelligent, donc on creuse, on va aller voir. Et là, tu sens un espèce de décalage d'incohérence où on t'a laissé croire quelque chose, mais en fait, c'était pas vraiment ça. Ou alors, tu as l'impression que ta femme te dit quelque chose, mais elle en fait une autre. Et là, chez toi, tu réagis, toi, tu crois que tu réagis au détail. Mais en fait, tu ne réagis pas juste au détail. Ça vient réveiller, on m'a caché quelque chose, je ne peux pas faire confiance, je dois rester vigilant,
Si je me relâche, je vais me faire avoir. Je ne veux pas être le dernier à comprendre. Je ne veux pas être pris de court. Tu vois, la maîtrise. Et donc, du coup, tu vas devenir très tendu, très directif, très argumentatif. Tu vas vouloir avoir raison à tout prix. Tu vas faire des commentaires sur tout. Tu vas reprendre le moindre détail. Tu vas exiger des explications. Tu vas surveiller. Tu vas tout faire pour reprendre la main sur la situation. Et donc derrière, en fait, on ne voit que le masque, le mécanisme de protection qui va être la rigidité, l'autorité. Alors que ce qui va se jouer vraiment en profondeur, c'est la peur immense d'être trahi, déstabilisé, trompé ou être mis dans une position de faiblesse. Ça, c'est pour le côté masculin. Chez les femmes, la blessure de trahison va se vivre autrement dans la forme, mais dans le fond, c'est la même intensité. Donc par exemple, toi, tu vas avoir une incohérence, quelque chose qui ne colle pas, un engagement qui n'est pas tenu, une parole qui n'est pas suivie de l'effet, et puis tu vas te poser une question, puis tu sens qu'il esquive un petit peu. Ben, tu demandes de la clarté, puis tu ressens du flou. Non, mais ouais, ok, j'ai oublié de te dire que nanana. Alors que ce que tu veux, c'est de la transparence. Mais tu as l'impression qu'il manque des morceaux. Et puis parce que tu es intelligente, tant que tu n'as pas toutes les pièces du puzzle où tout s'emboîte parfaitement, ça capte pas dans ton cerveau. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas revenir, tu vas rechercher tous les morceaux, tu vas aller rechercher la toute petite pièce du puzzle qui avait été mise à la poubelle. Bah non, non, on va la ressortir. Et en fait, ça va devenir très envahissant. Tu vas vouloir tout comprendre, revenir plusieurs fois sur le même sujet. Tu vas avoir du mal à lâcher, tu vas te sentir envahi par la méfiance. Tu vas vouloir confronter, vérifier, recouper, sentir si vraiment l'autre est sincère. Et du coup, tu vas devenir très exigeante, très impatiente, très dure aussi. Parce qu'en fait, tu ne veux pas vivre cette douleur-là de tromperie, de flou, de déception. Et en fait, ce qui est important ici de comprendre, c'est que dans la blessure de trahison, on croit souvent que le contrôle va nous protéger. On dit si je vois tout, je souffrirai moins. Si je contrôle, j'éviterai le pire. Si j'anticipe, je serai en sécurité. Si je garde le dessus, je ne me ferai pas avoir. Mais en fait, plus cette blessure pilote la relation avec tes réactions, plus elle abîme la relation. Parce qu'en fait, à force de contrôler, on ne rencontre plus l'autre. On essaie juste de sécuriser notre peur. Et l'autre qui va se sentir jugé, surveillé, jamais assez fiable, jamais assez transparent, jamais assez juste, allez voir un peu rejeté, blessure, abandon, et regardez un petit peu comment ça va de nouveau remettre de l'huile sur le feu, en fait, quand la blessure va en rencontrer une autre. Donc, soit il va se fermer davantage, soit il va fuir, soit il va se rebeller. Donc, vous allez rentrer dans une dynamique où chacun va parler aussi de ses peurs. Et c'est aussi pour ça que cette blessure fait beaucoup de dégâts dans les couples. Et vraiment, les couples qui bossent cette blessure, il faut se laisser du temps, de la patience et beaucoup de compréhension. Parce qu'il faut remettre de la sécurité. Et c'est vraiment important. Si tu te reconnais dans cette blessure, quand tu veux reprendre de la responsabilité émotionnelle, ce que je te conseille, c'est pas de dire, c'est de dire plutôt, je ne réagis pas seulement à ce que tu viens de faire, je réagis à une zone en moi qui supporte très mal le flou, l'incohérence ou le sentiment d'être trahi. Ou là, je sens que j'ai ma blessure de trahison qui se réveille. Si je ne la reconnais pas, je vais essayer de reprendre le contrôle au lieu d'exprimer mon besoin. Et c'est là où en fait vous sortez du mode pilote automatique à travers cet exemple. Donc, dans ton couple, quand quelque chose ne coupe pas, ne colle pas, quand une parole n'est pas tenue, quand ça se recoupe pas, quand il y a du flou, du retard, un oubli, des incohérences, allez voir ce qui se joue. Qu'est-ce qui reprend le volant immédiatement? Cinquième blessure, dernière qu'on va retrouver, c'est la blessure d'injustice. Alors, j'ai déjà donné quelques exemples, mais je vais réexpliquer un petit peu. La blessure d'injustice, elle touche quelque chose de très profond qui est lié à l'équité, à la reconnaissance, à la justesse, à la valeur, au sentiment d'être traité de manière équilibrée. Quand elle se réactive, ce qui fait mal, c'est pas seulement la contrariété. En fait, c'est l'impression d'avoir été mal compris, que c'est pas équitable, euh, d'être mal évalué, mal reconnu, traité de manière inéquitable, de devoir prouver quelque chose. Et là, en fait, quand on va être dans un mécanisme de protection, souvent on est dans de la rigidité. Rigidité dans le ton, rigidité dans la pensée.
rigidité dans la manière d'interpréter. Et très souvent, c'est une blessure qui va couper de sa sensibilité. Je ne parle pas de l'hyper, je parle juste de la sensibilité émotionnelle. Parce qu'en fait, là, il n'y a pas d'émotion, hein. Dans la justice, il n'y a pas d'émotion, hein. C'est de l'équité. On ne veut pas aller voir les émotions. Parce que montrer les émotions quand on est dans un sentiment de justice, c'est donner l'impression d'être fragile ou de se perdre aussi en légitimité. Pour beaucoup d'hommes, on va retrouver cette blessure dans des hommes qui vont faire beaucoup, qui vont tenir beaucoup, qui vont essayer d'assumer beaucoup, qui vont gérer ou ils vont prendre sur eux. Tu fais ce que tu crois qui est juste. Et puis malgré ça, l'impression, c'est que on voit toujours ce qui manque, ce qui ne va pas, ce qui n'est pas assez. Et là, ça va se tendre immédiatement en toi. Et en fait, qu'est-ce que tu vas dire? C'est quoi que je fasse, c'est jamais assez. Tu ne vois jamais mes efforts. Tu ne retiens que ce qui ne va pas. Tu m'accuses alors que je fais déjà beaucoup. Ce n'est pas juste. Et là, ce que tu vas essayer de faire, quand tu perçois ça, tu vas essayer de rétablir l'équilibre de manière mentale. Tu vas expliquer, tu vas argumenter, c'est ce que j'expliquais avec le tribunal en début. Donc tu pourras réécouter à nouveau, mais tu argumentes, tu justifies, tu cherches à démontrer. Donc on se coupe des émotions parce qu'il faut revenir aux faits. Tu vas avoir le dernier mot, mais pas pour gagner, mais parce qu'au fond, tu veux rétablir quelque chose que tu vis comme injuste. Et donc, chez beaucoup d'hommes, la volonté d'avoir raison, c'est pas toujours, et ouais, une question d'ego en fait. Des fois, c'est juste une manière de lutter contre ce sentiment d'injustice intérieure. Ça, c'est vraiment important. Dans la relation, ça va être vécu comme de la froideur, comme de l'arrogance, comme de l'absence d'écoute, et comme aussi une incapacité à reconnaître la douleur de l'autre, puisque la douleur de l'autre est émotionnelle, mais toi tu restes dans les faits. Donc plus tu vas chercher à te défendre, plus l'autre va se sentir nié, rejeté, abandonné, trahi. Plus l'autre va insister sur sa douleur, plus toi tu vas te sentir injustement accusé. Et là, le conflit, hein, les réactions s'alimentent toutes seules. Hein. Vous avez quasi rien besoin de faire. Pour beaucoup de femmes, l'injustice peut être aussi très présente, mais sous d'autres formes. Par exemple, tu vas avoir le sentiment de porter beaucoup dans le couple et la famille. Tu observes, tu anticipes, tu gères, tu tiens la maison, l'organisation. Parfois, tu essaies de faire des choses pour ton couple, les émotions, bref, tu bosses sur toi. Et puis, tu as la sensation que on ne voit pas vraiment ce que tu fais, ce que tu supportes, ce que tu traverses. Et donc là, tu vas ressentir, mais en fait, je donne beaucoup plus que ce que je reçois. Eh, c'est pas juste entre vous et moi. Bon, d'accord, j'ai la blessure d'injustice très forte. C'est pas équilibré. Je suis seule à porter. C'est pas juste que ça soit encore moi qui pense aux affaires de piscine des enfants. C'est l'exemple de ce matin. J'ai beaucoup rigolé. Alors, je suis toute seule avec mes enfants, mais j'ai beaucoup rigolé à ça parce que c'est toujours un exemple que je prends. En fait, on attend beaucoup de moi sans vraiment voir le coût. Le coût, c'est OUT, ce que ça me coûte. Et selon ton fonctionnement, moi je fais partie de la team, je deviens très dur. Moi, ça, c'est quelque chose, je peux être très dur quand je suis dans le sentiment d'injustice. Mais c'est vraiment, bam, ouais, le tribunal. Hein. Voilà, je suis vraiment là-dedans. Et donc, je vais devenir très tendue. On va être très tendu aussi dans les reproches. Ou alors, pour d'autres, ça va être, elles vont énormément se contenir jusqu'à exploser plus tard. Et en fait, souvent dans cette blessure, il y a une difficulté, et c'est pour ça que je parle beaucoup aussi de communication, c'est qu'on ne demande pas clairement. Parce qu'en fait, on veut être juste, on veut bien faire, on veut être irréprochable, on veut pas être de trop. Mais en fait, à force de ne pas exprimer simplement les besoins, la tension, elle monte. Et puis, l'explosion arrive quand le trop-plein déborde. Hein. Vous le savez, vous connaissez l'histoire de la cocotte minute. Hein. La difficulté à demander clairement et la peur d'être touché psychologiquement, vraiment, est important. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la blessure d'injustice, elle pousse souvent à se couper de sa vulnérabilité. On veut rester droit, on veut tenir, on veut être impeccable, on ne veut rien montrer. Et du coup, parfois, plus facilement, on va le faire depuis le reproche, depuis l'argument, le fait, la justification, au lieu de le faire à partir de ce que je ressens vraiment, la vulnérabilité. Mais si dans le couple,
tu ne parles que de ce puis ce qu'il y a dans ta tête, sans parler aussi de ce que tu ressens, alors l'autre, il va te sentir comme froide, inaccessible, implacable, là, et non négociable, et t'es borné, je pourrais même dire. Donc du coup, la phrase de responsabilité émotionnelle, ça va être, je ne réagis pas seulement à ce qui vient d'être dit, je réagis à une zone en moi qui vient très vite du manque de reconnaissance, du déséquilibre, du sentiment d'être traité injustement. La phrase de responsabilité émotionnelle, c'est là, c'est OK, purée, je cherche surtout à me défendre et à avoir raison, alors qu'en réalité, quelque chose en moi se sent profondément incompris. Et ça, c'est une énorme bascule en fait dans la relation. Parce que tu crois que ton enjeu est de prouver, tu restes dans le combat, tu comptes les points. Mais quand tu comprends que ton enjeu est de reconnaître ta blessure qui s'est activée, mais tu reviens dans la relation en fait. Donc là, tu vas te demander vraiment dans ton couple, ok, est-ce que parfois je cherche à rétablir la justice plutôt qu'à préserver le lien et la connexion? Ça, c'est important. Parce que voir ça, c'est pas être fragile, c'est te permettre de ne plus laisser cette blessure décider à ta place. Maintenant, j'aimerais relier tout ça ensemble. Alors là, tu peux peut-être commencer à voir que, ok, un conflit, c'est pas juste un désaccord. Très souvent, un conflit de couple, c'est une blessure qui vient toucher une autre blessure. Ok? L'un dit ou fait quelque chose, l'autre interprète à travers la zone sensible, il va réagir avec un masque de protection. Cette réaction vient toucher à son tour la zone sensible du partenaire qui réagit à son tour depuis ses mécanismes de protection, depuis son masque. Et le cercle vicieux est en route. En quelques secondes, quelques minutes, vous n'êtes plus deux adultes en train d'essayer de vous comprendre. Vous êtes deux systèmes, deux mécanismes de protection qui essayent de répondre, qui essayent d'avoir le dernier mot. Elle va te dire, bah, de toute façon, t'es jamais là quand j'ai besoin de toi. Lui, il entend, de toute façon, quoi que je fasse, c'est jamais assez. Oh, la blessure d'injustice qui se réveille. Il se défend. C'est pas vrai, t'exagères toujours. Elle va le recevoir comme, je suis pas entendue, je suis seule, je suis laissée avec ma douleur. Blessure d'abandon qui se réactive. Donc elle va insister plus fort, elle va prendre d'autres exemples. Et on est bien d'accord que souvent les autres exemples vont taper encore plus dans cette blessure d'injustice. Du coup, il peut aussi se couper. Ah, c'est bon, allez, vas-y, c'est bon. Oh, il part, il fuit. Alors, elle avait identifié la blessure d'abandon ou pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on avait vu. Et là, comme il part, je me sens rejetée. Donc, je vis encore les relations encore plus injustes. Et vous voyez comment au départ, un petit truc, parce que c'est toujours, et vous le savez, ça part toujours d'un petit truc, ça va devenir énorme en fait. Et au départ, c'était pas un problème de communication, hein. C'était deux blessures qui se rencontraient. Donc là, tu peux vraiment comprendre ce que tu reproches parfois à l'autre, dit aussi quelque chose de toi. Et ça, c'est important. Peut-être que tu reproches le rejet, mais que tu coupes aussi le lien. Peut-être que tu reproches de l'abandon, mais alors que toi-même, tu deviens disponible. Peut-être que tu reproches le contrôle, alors qu'en fait, toi, tu contrôles différemment. Et ça, l'idée, c'est que tu comprennes vraiment. Et attention, je ne suis pas là pour te culpabiliser, hein. On est là pour comprendre, pour justement que tu reprennes du pouvoir. Car tant que tu vois seulement ce que l'autre fait, tu vas rester coincé en fait. Quand tu vois uniquement ton propre masque, ta propre réaction dans la relation, bah là tu vas pouvoir dire oh ok, et tiens, il y a une réaction, ok, ok, je la vois et bon, ok, peut-être que je la comprends pas, ça marche. Mais du coup, tu repasses par une sorte de responsabilité. Et c'est là que la responsabilité émotionnelle est nécessaire. C'est pour ça que je t'ai donné les phrases. C'est pas dire tout est de ta faute. C'est pas dire que l'autre peut tout se permettre non plus. C'est pas dire que tu dois tout accepter, tout comprendre, tout pardonner. La responsabilité émotionnelle, c'est reconnaître ça. Ce que tu fais, ce que tu as dit, ce que tu ne fais pas, ce que tu ne dis pas me touche, mais l'intensité de ma réaction me renseigne aussi sur ce qui est vivant,
fragile, douloureux, non apaisé en moi. Tu ne souffres pas seulement parce que l'autre a dit ou fait cela, tu souffres aussi parce que cette scène a résonné avec quelque chose à l'intérieur de toi. Et ça change tout en fait. Parce que, à nouveau, à partir de là, tu vas avoir plein de portes de sortie en fait. Tu vas pouvoir arrêter d'attendre. Comme je te le disais, par exemple, dans l'exemple de l'abandon, tu vas arrêter d'attendre que l'autre te guérisse. Fasse les choses parce que tu l'as déjà dit. Parce que la fatigue relationnelle aussi vient aussi beaucoup de là. Tu attends qu'il te rassure toujours parfaitement. Tu attends qu'elle comprenne toujours immédiatement. Tu attends qu'il ne touche plus jamais les zones sensibles en toi. Tu attends qu'elle sache spontanément comment t'aimer correctement. Tu attends que l'autre fasse disparaître tout ce qu'il a créé, mais en fait, c'est à l'intérieur de toi. Et ça épuise, en fait, d'attendre que l'autre fasse. Dans la relation, on ne peut pas demander la guérison complète à l'autre. C'est hyper important. Le couple, il sert à quoi? Il sert à aider. Le couple, il sert à soutenir. Le couple aide à réparer certaines choses. Mais le couple, il peut aussi ouvrir un nouvel espace. Mais le couple ne remplacera jamais le vécu intérieur de chacun, les sentiments de chacun, les émotions de chacun, les réactions de chacun. Et moi, c'est là que j'ai envie de te challenger. Si tu continues toujours à faire la même chose dans tes réactions, dans tes protections, dans tes reproches, dans tes moments où tu te fermes, dans les moments où tu contrôles, tu ne peux pas attendre une relation de couple différente. Tu ne peux pas retrouver de la complicité, tu ne peux pas retrouver dans la joie si tu continues toujours à faire la même chose. Donc mon challenge, c'est qu'est-ce que tu vas choisir de changer, de comprendre, d'améliorer, de voir vraiment avec beaucoup de vérité aujourd'hui. Si tu veux plus de joie dans ton couple aujourd'hui, tu dois changer ta posture dans la relation. C'est pas seulement espérer que l'autre change la sienne, c'est tu changes la tienne d'abord. C'est ça qui est important. Et attention, pour les perfectionnistes, ça ne veut pas dire devenir parfait, parfaite. Ça veut juste dire reconnaître plus vite ce qui s'active en toi, désamorcer plus tôt, exprimer différemment plutôt que d'accuser, et du coup sortir du mode pilote automatique de tes façons de faire en fait dans la relation. C'est là qu'en fait on passe de la réaction à la relation. Je veux te proposer quelque chose de très simple. Tu repenses à une situation récente où ça a un peu débordé. Une scène simple. Un moment où tu t'es senti blessé, agacé, rejeté, trahi, seul, rabaissé, incompris. Et tu vas te demander, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'est-ce que ça a réveillé en moi? Quel mécanisme de protection a pris le volant en mode pilote automatique à ce moment-là? Et qu'est-ce que j'aurais eu besoin de reconnaître ou d'exprimer autrement? C'est vraiment ça qu'il faut aller voir. Et tu peux te dire, ouais, ok, là il y a une blessure qui s'est activée. Ouais, là je la sens. Ouais, elle existe. Ouais, c'est ok de reconnaître. Et est-ce que du coup tu t'es davantage reconnu dans le rejet, dans l'abandon, dans l'humiliation, dans la trahison, dans l'injustice? Peut-être dans plusieurs. Le couple n'est pas un enfer. Le couple est l'espace qui va appuyer sur tes propres blessures. Mais si à l'intérieur de toi, tu vois tout comme un enfer, c'est comme ça que ça se passe. Le couple est juste un révélateur. La relation, parce qu'en fait, des fois, c'est au-delà du couple, tout ce que je te propose aujourd'hui, tu pourrais même le transposer si tu n'es pas en couple ou si tu as des personnes qui ont des difficultés avec leur manager, leurs collègues de travail, des amis, papa, maman, vos enfants. Il faut savoir que je parle de relation. Alors oui, bien évidemment, je vous ai donné des exemples dans la vie de couple, homme-femme. Tu peux tout transposer dans toutes les relations. Chaque interaction avec l'autre vient réveiller quelque chose, dès que c'est vécu à l'intérieur de toi comme un enfer. Donc peut-être que tu t'es reconnu dans plusieurs blessures, peut-être dans une surtout.
C'est OK, en fait. Il ne s'agit pas de coller des étiquettes. Il s'agit de remettre de la conscience dans ce qui se joue pour toi. Parce qu'à partir du moment où tu vois ton mécanisme, où tu vois ton enfer intérieur, petit clin d'œil, où tu vois aussi toute la beauté que tu pourrais aussi avoir à l'intérieur de toi, au passage, tu vas récupérer du pouvoir et tu vas forcément récupérer de l'espoir. Et le but, c'est pas de tout régler là maintenant. Le but, c'est de mettre de la conscience. Oui, tu peux te sentir dans les 5 blessures comme uniquement dans une. D'accord? Il n'y a pas. Et il y a des fois, tu vas plus en sentir une dans des périodes de ta vie, alors que l'autre, elle est en dessous. C'est OK, d'accord? Donc, le but, c'est quoi? C'est de mettre de la conscience, là, maintenant, aujourd'hui. Parce que la conscience, elle commence déjà à changer la relation. Le non-jugement, l'observation, la reconnaissance, ça fait déjà bouger des choses. Alors, comment on va désamorcer tout ça? La première chose, c'est que tu vas repérer ce débordement. Là, ça monte. Là, je veux gagner, je veux fuir, je veux attaquer. Première étape, il faut le reconnaître, le repérer. Deuxième étape, il faut le nommer. Là, je me sens rejeté, abandonné, humilié, trahi dans l'injustice. Troisième étape, on revient à soi. Idéalement, avant de parler, on respire. On ne continue pas la scène depuis le mécanisme. Et puis, quatrième étape, on va essayer de transformer ce qu'il se passe en parlant de ses ressentis. Et c'est là, en fait, où il y a beaucoup de personnes qui, comme je le disais en début de conférence, qui mesurent l'écart entre comprendre, ouais, je sais, et réussir à le faire dans le feu du moment. Parce que, en effet, dans le feu du moment, tout ton système part vite. Les automatismes vont être là. Et c'est pour ça aussi qu'un accompagnement va changer beaucoup de choses. Il faut, des fois, se faire accompagner. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu pensais que le problème venait surtout de l'autre, ce que l'autre faisait mal. Moi, ce que je veux que tu vois, c'est que l'enjeu, c'est pas seulement ce que fait l'autre. Le vrai enjeu, c'est qu'est-ce que ça vient toucher en toi. La manière dont la blessure prend ta place. Tu peux voir que des réactions, des fois, vont être disproportionnées, alors qu'en fait, il y a une logique. Il faut voir les réactions. Tu as aussi pu voir que dans le couple, tu peux passer très vite de deux personnes qui voulaient de l'amour à deux blessures qui essayent de survivre. Et la bonne nouvelle, c'est que ce que tu vis, ça a du sens. Cela ne te condamne pas, cela ne te définit pas, ça se travaille, ça s'apaise. Et ça peut profondément changer la manière d'être ensemble. Il faut identifier les mécanismes. Il faut rappeler que ça ne définit personne. Et si rien ne change, qu'est-ce qui va se passer dans ta relation de couple? C'est, tu vas continuer à parler du quotidien avec le passé, la boule au ventre. Les scènes simples qui peuvent être dédramatisées en quelques secondes vont devenir lourdes. Tu vas être fatigué émotionnellement. Tu vas vraiment toujours, vous allez toujours vous défendre. Vous allez vous sentir incompris. Il y aura plus de complicité, plus de joie. Le lien s'abîme. Et à l'inverse, quand tu commences à voir tout ce qui se passe en toi, quand tu commences à remettre des mots, quand tu commences à sortir des réactions, tu vas reprendre de la clarté, tu vas reprendre de la stabilité, tu vas être moins en mode pilote automatique, tu vas poser des mots plus adaptés à ce que tu vis, tu vas moins faire payer aussi à l'autre ce qui t'appartient toi, tu vas être beaucoup plus présent dans le couple. La relation, en fait, elle retrouve de la joie, de la légèreté, de l'espace, de l'air, quoi. Et la joie dans le couple ne revient pas seulement parce que l'autre change. Elle revient parce que toi, ta présence change. C'est ça qui est important. Quand tu n'arrives plus dans la relation avec toute, enfin pardon, quand tu n'arrives plus dans la relation avec toute ta blessure d'injustice en première ligne, là, tu vois, mais en fait, tu vas pouvoir te réguler, tu vas pouvoir exprimer, tu vas pouvoir te sentir nommé. Et donc, si tout ce que j'ai partagé avec toi, ça résonne, si tu sens que tu t'es reconnu dans des blessures, si tu vois que tu tournes encore en rond dans des schémas, si tu comprends aujourd'hui qu'il y a des mécanismes un peu plus profonds à identifier, bah en fait, c'est important juste d'admettre que tu n'es pas obligé de faire ce travail seul. Là déjà, il y a des prises de conscience. C'est à ça que je sers les podcasts, mes conférences.
prise de conscience souvent assez forte. Ça t'apporte une vraie lecture. Ça t'ouvre un premier espace. Mais entre comprendre et transformer la situation, là, il peut y avoir un chemin. Ce chemin, il est quand même plus simple quand on est accompagné. Le chemin, on peut aussi le débroussailler et devenir plus clair, plus rapide quand tu es accompagné. Ça fait 15 ans que j'accompagne les hommes, les femmes à mieux se comprendre, à poser des mots sur les fonctionnements, à voir plus vite ce qui se joue sous les réactions et du coup à remettre vraiment de la joie et de la complicité dans la relation. Donc si tu veux que je t'accompagne, voilà comment ça va se passer. Première étape, on va faire un bilan relationnel. Le bilan relationnel, si ton partenaire ne veut faire aucune démarche pour le couple, il n'y a pas de souci, tu peux le faire tout seul. Si vous voulez le faire à deux, on le fait à deux. Le bilan relationnel, on va parler de toi dans la relation. Quand on parle du couple, j'ai tout l'outil pour faire ça. Si vous êtes vraiment euh, dans cette démarche de faire ce bilan, c'est l'objectif de t'expliquer ce qui se passe, ce qui se joue. Parce qu'en fait, on a du mal à imaginer ce qu'on peut faire. Et tu es peut-être déjà en train de te dire, mais attends, Céline, c'est bon, un bilan, 1 heure de séance avec toi. Mais non, parce qu'en fait, on n'est pas dans de la thérapie de couple. En 1 heure, je ne vais pas te laisser raconter ta vie dans tous tes sens. Je vais mettre de la clarté. On va regarder ensemble ce qui se répète. On va répéter les scènes clés. On va regarder, on va identifier la logique de fond. On va voir ce qui se joue en toi. On va comprendre ce qui te déclenche. On va repérer les blessures dominantes, les mécanismes de défense, la manière dont tu communiques quand ça déborde. Donc en fait, on va commencer à déplacer de nombreuses choses. On va regarder ce que tu reproches à l'autre, ce que l'autre te reproche aussi. On va vraiment voir le bilan de ta dynamique dans la relation. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre de la clarté, on va remettre du sens, on va remettre de l'ordre. En fait, comment ça se passe? Il y a un questionnaire de préparation, et c'est pour ça que c'est bien plus qu'une séance. Il y a un questionnaire de préparation, il y a le bilan, et puis derrière, tu vas repartir avec beaucoup plus de clarté sur la situation. Tous les angles que tu n'avais pas vus, je vais te les montrer. La compréhension de tes mécanismes majeurs, l'apaisement aussi, parce que tu vas comprendre enfin ce que tu vis, et tu vas aussi avoir une direction de travail avec un protocole, les meilleurs outils, les meilleurs conseils qui correspondent à ta situation, pour ton bilan, pour ton couple. Et tu vas avoir des indications, des explications. Donc en gros, après ce bilan, je vais te dire concrètement tout ce que tu n'as peut-être pas vu et surtout comment faire. Alors, peut-être que tu es en train de te dire aussi, mais moi je sais ce qui cloche, mais de toute façon, il n'y a rien qui change, et en fait, ça ne changera jamais. Bien sûr, mais en fait, quand il n'y a rien qui change, c'est qu'il y a quelque chose qui se joue là aussi, en fait. C'est ça qui est important de comprendre. Et donc, à travers ce bilan, même si tu as essayé plein de choses, moi, je vais aller voir tous les angles que tu n'as sûrement pas vus, en fait, qui vont amener du changement. Donc, tu vas pas repartir de ce bilan avec je souffre, je comprends pas. Tu vas partir avec OK, je vois ce qui se joue, je vois pourquoi ça me touche autant, je vois pourquoi je réagis comme ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, comment je vais pouvoir exprimer les choses clairement. Donc ça, c'est vraiment le bilan relationnel. Après ce bilan, il y a des personnes qui s'arrêtent au bilan, puis il y en a d'autres qui vont OK, non, on veut aller plus loin et on va aller plus loin avec un accompagnement. Là, l'accompagnement, qu'est-ce que je vais t'accompagner à faire? Je vais t'aider à déconstruire des automatismes, à reconstruire une relation plus juste et à consolider ta présence avec de l'autonomie. Comment on fait pour ça? La première étape, comme je le disais, c'est de prendre un appel avec Mélanie. Donc, je vais vous remettre le lien aussi directement. Hop là, dans le chat, sous la vidéo, vous l'avez. Donc, l'appel à Mélanie, avec Mélanie, qui est ma collaboratrice, qui est coach, qui connaît très bien, c'est avoir l'objectif de vouloir travailler sur soi. Peut-être que tu ne sais pas exactement quoi, comment, elle va te le réexpliquer. C'est de voir vraiment quelle est la formule d'accompagnement qui va correspondre le mieux à ta situation, à ce que tu vis aujourd'hui. Elle va t'écouter, elle va, comme je te le disais, t'expliquer ma manière de travailler encore plus s'il y a des questions, elle va répondre à tes questions. Et en fait, parce que chaque personne est unique, il faut qu'on passe par cet appel.
Il y a un questionnaire à remplir pour qu'on comprenne bien ce qu'il se passe et si effectivement je suis la meilleure personne pour toi, pour t'accompagner. Ça, c'est hyper important. Donc du coup, on t'offre cet appel qui dure 30 à 45 minutes. Et si tu sens que dans cette conférence, j'ai mis le doigt sur quelque chose d'important, si tu sens qu'il y a un vrai sujet derrière tes réactions, si tu sens que tu n'as pas envie de retourner encore une fois dans les mêmes automatismes, alors prends ce rendez-vous. Prends-le parce que tu veux aller plus loin. Ça, c'est très important. OK? Je vais prendre des questions, puis j'ai surtout envie de vous partager encore à deux exemples de personnes que j'ai accompagnées, dont un homme. Et je veux prendre cet exemple parce que c'est typique, ce qu'on retrouve beaucoup, c'est moi je veux bien bosser avec toi Céline, mais l'autre ne veut pas. Donc là, c'est un homme qui est venu un peu en plus à reculons au départ. Et en fait, sa femme lui a dit de venir consulter. Et lui, il savait même pas ce qu'il venait vraiment chercher dans sa tête. C'était très clair. C'est sa compagne qui exagère, sa compagne qui remuait le passé, qui crée des histoires pour pas grand-chose. Et même quand je demandais, mais c'est quoi ce pas grand-chose, ça restait très flou. Donc, dans cette situation, on a fait ce bilan relationnel. Je l'ai fait qu'avec lui, puisque sa femme, très claire, elle voulait pas. Donc, du coup, euh, on a fait ce bilan, et dans ce bilan, en fait, ce que j'ai mis en lumière, et là, ça a été quelque chose de très précis, c'est que dès qu'il se sentait remis en cause, sa blessure d'injustice se réactivait. J'entends des personnes qui parlent des personnes qui sont au potentiel, hypersensibles, TDA. Donc, en effet, on va retrouver une blessure d'injustice très forte. Et là, typiquement, chez cet homme-là, j'ai vu qu'il était extrêmement intelligent. J'ai vu qu'il y avait une grande sensibilité. Et il a été ouvert vraiment à le voir honnêtement. Plus à travers ces trucs d'homme fort, un homme ça ne peut pas pleurer ou quoi que ce soit. Et en fait, lors du bilan, on a fait le bilan en fait même dans le travail qu'il avait et dans la relation avec ses grands-enfants. En fait, que sa blessure d'injustice limite le driver dans toutes ses interactions. Donc, du coup, il a compris qu'il communiquait pas de la bonne façon. Donc, j'ai donné des protocoles, des façons de faire pour qu'il puisse l'appliquer. Et en fait, sa femme, elle voulait un peu plus de, enfin, lui voulait plus de proximité alors que sa femme le repoussait. Bah, voilà, là aussi, on est allé voir en fait la façon dont il vivait les choses, la façon. Et ça, en une séance, je peux le faire parce que je sais le faire et parce que j'ai accompagné, je crois qu'on a compté plus de 3000 personnes. Je vois. Il avait une suranalyse de tout et en fait, toutes ces mises en lumière lui ont permis de comprendre les conséquences. Et comme c'est quelqu'un d'intelligent, bah, les pièces du puzzle, en fait, il les avait, alors qu'en fait, pendant 20 ans, il les avait pas avec sa femme. OK? Donc là, il a accepté, il a compris, il a vu qu'il y avait des choses à faire. À partir de ce moment-là, il a cessé de voir sa femme uniquement comme quelqu'un de trop émotionnel ou qui exagère trop. Là, il a vu sa propre part, sa propre escalade. Et en fait, rien que ça a changé toute sa posture après le bilan. Cerise sur le gâteau, en fait, il en a parlé différemment à sa femme. On a fait l'accompagnement. L'accompagnement, vraiment, ça a été extraordinaire. Sa femme qui ne voulait pas venir en première séance, ou même n'importe quelle séance, a été fermée. À la dernière, elle a voulu être là juste pour me remercier. En fait, juste ça. La relation a changé, elle me l'a dit, mais du noir au blanc. C'est-à-dire qu'elle était à deux doigts de partir. Qu'en faisant le travail sur lui, en fait, aujourd'hui, ils ont une nouvelle vie qui se met en place. Il a fait le job. Il a fait le job de déconstruire ces mécanismes automatiques. Il a vu, il a été d'accord de conscientiser les choses. Et en fait, la magie, elle opère. Après, on a reconstruit avec des nouvelles façons de faire. Bien évidemment, à partir de situations qui m'apportaient. C'est pour ça que c'est un accompagnement qui est hyper. Je vous mets dans un cocon. Je prends de vos nouvelles, je vous envoie des messages, on est en communication pour qu'il y ait vraiment cette compréhension fine de ma part. Et du coup, petit à petit, il y a vraiment les choses qui vont changer. Et là, après, il est passé en mode autonomie. Et donc, du coup, sans que j'intervienne sur des sujets hyper douloureux qu'ils avaient tous les deux, ils ont pu en parler tous les deux. Alors, bien évidemment, elle a réussi aussi à mettre un autre filtre. Ok, mais ça s'est passé assez naturellement. Donc, ça, c'est vraiment important que vous puissiez comprendre. J'ai un autre exemple.
où il y a, là, c'était le coup, c'était une femme qui se sentait seule, qui se posait beaucoup de questions à son conjoint, qui revenait, en fait, il y avait vraiment quelque chose, les mêmes sujets, et surtout ce sentiment qu'il était jamais vraiment là. Alors oui, il travaillait beaucoup, et elle, en fait, elle s'occupait des enfants, elle bossait à mi-temps, et dès qu'il rentrait du travail, il avait un poste à responsabilité. En fait, elle l'agressait, mais un peu pour tout et n'importe quoi. «Pourquoi tu rentres tard? Pourquoi tu as pas prévenu? J'ai encore géré tout toute seule», et en fait, ça partait un peu dans tous les sens et elle comprenait pas. Et son mari, en fait, lui disait: «Mais en fait, ouais, tu me saoules, tu exagères», enfin voilà, il y avait vraiment un truc. Donc lui voulait pas venir non plus. Donc j'ai fait le travail avec elle, bilan relationnel, et en fait, on a fait le point sur ces mécanismes, et là, on s'est aperçu que, en fait, je croyais que c'était abandonné, mais le tout premier, c'était l'injustice, parce qu'elle avait subi le mi-temps plutôt que, enfin voilà, elle se sacrifiait, et en fait, elle comptait les points. Elle comptait les points sur tout. Et elle a été élevée par une maman qui disait: attention, féminisme, hein, à fond, c'est 50-50 à la maison. Donc en fait, dès que son mari il passait dans le 45, eh ben c'est bon, c'était l'explosion. Et en fait, on ne laisse plus rien passer à l'autre. On devient intransigeant, hein, ces extrêmes. C'est vraiment important aussi à un moment donné de mettre son regard aussi sur tous les aspects sociétals, les trucs, les effets de mode. Donc du coup, on se coupe de la relation. Et elle, c'est: je ne veux pas me laisser écraser par un homme. Je suis une femme forte, je suis une femme indépendante. Et ben en fait, ses réactions étaient hyper virulentes. On a travaillé, pareil, on a fait un bilan relationnel, puis après on a fait un travail aussi accompagnement. Accompagnement, travail sur les croyances, les loyautés familiales, les blessures, tout ce qui se disait en arrière-plan. Et bah là, on a déconstruit et on a reconstruit. Et attention, je ne suis pas en train de vous dire que dans la reconstruction, vous ne devenez pas vous-même. Bien au contraire, vous devenez réellement vous-même. Parce que la déconstruction, c'est la déconstruction de tout ce qui est en mode souvent pilote automatique. Ça ne sert pas, ça ne se sert pas, ça ne sert pas l'autre. Donc ça, c'est vraiment important. Et bah, du coup, on a travaillé tout ça. Et là, à partir du moment où elle a compris, elle a vraiment pu exprimer différemment ses besoins. Waouh, la relation, elle est partie comme en 40. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment important. Ces deux exemples d'accompagnement, j'espère que ça vous aide aussi à y voir plus clair de comment je peux vous accompagner. Et bien évidemment, si vous pensez que il y a le truc qu'il faut faire, vous êtes prêt ou quoi que ce soit, bah, vous réservez un appel avec Mélanie. Elle va clarifier tout ça. S'il y a encore des questions en suspens, elle va y répondre. Mais vraiment, tu peux commencer à faire plein de choses. Si vous êtes prêts à faire le job tous les deux, très bien. Pareil, prenez un appel tous les deux avec Mélanie et Mélanie va vous expliquer comment je travaille quand vous êtes tous les deux prêts à faire le job. Ça, c'est vraiment, vous allez voir, elle est vraiment en plus très chouette. Donc du coup, le lien, vous l'avez. Je vais répondre aux questions. Euh, Il y a, voilà, un partage. Merci. Les séances sont top et efficaces. Avec plaisir. Alors, je reviens un petit peu. Tu as raison de montrer les différences de mode de réaction féminine et masculine car nous ne sommes pas similaires et on confond souvent égaux et semblables et similaires. Exactement. Et puis, il y a de nouveau, j'en reparlais, les phénomènes de mode, de société ou quoi que ce soit. Euh, je vous donne un petit mot là-dessus. L'idée, c'est pas d'être pro-féministe, anti-féministe, pro-masculine, non, non, non. L'idée, en fait, c'est juste d'arrêter. On est des êtres humains et en fait, l'idée, c'est qu'on veut créer une relation. Mais en fait, on ne crée jamais une relation à partir de la guerre. Si en plus vous repartez de ça aujourd'hui, moi j'ai fait mon job. Donc revenez à quelque chose de plus doux, de plus posé, de plus ok, on est dans la communication que de vouloir faire la guerre. Et donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir le côté masculin, le côté féminin qu'on va retrouver. C'est marrant, je me retrouve autant pour les réactions hommes-femmes. Ben oui, parce que peut-être que toi, tu vas avoir cette énergie masculine qui est peut-être assez équilibrée à l'intérieur de toi, autant féminine. Et du coup, ça va, voilà, ça va se jouer à certains moments. Et puis des fois, c'est certaines réactions qui vont activer certaines blessures. Au secours, je me retrouve dans les trois blessures. En fait, c'est pas surprenant, on peut se retrouver dans les cinq, hein. C'est pas un problème, hein. Attention, hein, je suis pas là pour dire que c'est un problème tout ça. L'idée, c'est juste
on sort de ce pilote automatique dans la relation pour aller créer une relation. On ne nous apprend pas à être en couple, on ne nous apprend pas à être en relation. Par contre, hein, voilà, action, réaction. Bah, ça fait des dégâts dans les relations. Alors, presque 2 heures que je suis avec vous et merci pour tous ceux qui sont là, qui écoutent encore. Je suis en train de... c'est pas facile, c'est un chemin vers soi, vers l'amour, exactement. Et vers l'autre aussi, hein. Merci, c'était très intéressant. Ok, alors, lorsqu'il y a une suspicion de HP et ou TDAH, peut-on arriver à faire cette prise de recul lorsqu'on est impulsif? Oui. Alors, tintin, team HP, team TDA, probablement. Je suis en train de faire vérifier chez moi et j'ai 43 ans passés. En fait, on est capable, on est tous capables. Euh, Être impulsif, c'est une réaction. Mais aussi, il ne faut pas oublier que des fois, on peut être impulsif parce que l'autre a poussé trop loin ou parce qu'on est saturé, parce que le cerveau, on n'a pas bien compris comment s'apaiser. Donc, en fait, on peut faire tout le monde. Alors, moi, ça fait beaucoup, beaucoup d'amour. Tout le monde est capable de prendre du recul. Par contre, il faut savoir comment prendre du recul. Et c'est là que je peux vous accompagner. Parce qu'en effet, dès qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui se joue derrière le TDA, le TDAH, qu'on ne comprend pas derrière l'hypersensibilité, derrière les blessures, derrière la communication, derrière l'hypersensibilité, derrière le HP, dès qu'on ne comprend pas, en fait, on va être dans des fonctionnements, comment expliquer? Dans des fonctionnements ouais, un peu automatiques, là, sans conscience. Donc, on peut vraiment faire ce job. Tout est possible. Après, peut-être qu'il faut un poil de volonté de vouloir le faire. Et puis après, de trouver la personne qui vous convient. Et voilà. Et donc, si vous sentez que moi, ça vous a parlé vraiment mon approche, allez-y, réservez cet appel et je suis là pour vous accompagner, quoi. Alors, donc, au niveau donc, des enfants, attention, chez les enfants, c'est un poil plus compliqué. Même si, moi, par exemple, la blessure d'injustice pour donc mon fils est HP, waouh, enfin voilà, il vient me chercher dans toutes mes blessures d'injustice et lui, je vais le chercher dans toutes les blessures d'injustice. Donc, on le voit très vite, en fait. On voit beaucoup moins chez les enfants l'humiliation et tout, alors qu'en fait, ça peut exister même chez 10 ans. Mais il faut déjà que, en toute objectivité, le parent ait fait ce boulot-là, ait vu tout ça et comprenne vraiment ce qui se joue à l'intérieur. Euh, donc, euh, donc, donc voilà, il faut aller voir ça totalement différemment. Et donc, tu vois, justement, je t'ai donné l'exemple de euh, le fait que tout ça, tu peux le voir dans l'angle, mais va voir aussi, toi, tu vas pouvoir poser des mots. Moi, je pose beaucoup les mots avec mon grand qui va avoir 11 ans, où l'injustice est fort présente. En fait, je lui demande toujours. Là, tu es en train de réagir comme ça, est-ce que tu crois que c'est injuste? Et là, dans 95% des cas, il me dit, bah oui, maman, ok. Bon, et bah, je reste plus dans les faits, parce que c'est pas la peine, c'est comme dans le couple, ça sert à rien. Je vais aller voir qu'est-ce qui se joue au niveau de l'injustice, je vais aller questionner. Bon, après, attention, j'ai cette capacité à faire ça quand je suis de bonne composition aussi, et quand c'est pas injuste pour moi, hein. On est bien d'accord. Donc, à un moment donné, si en tant que parent, vous êtes tout le temps en train d'appuyer sur sa blessure d'injustice, bah, c'est normal en fait qu'elle soit toujours fâchée, autoritaire ou quoi que ce soit, ou en colère en fait. Et elle a besoin de sens. Et oui, parce que si elle est peut-être HP, il y a besoin de sens. Et dans l'injustice, on a aussi besoin de sens. Donc, bref, il y a un moment donné, il faut vraiment reprendre là une autre façon de faire dans la relation avec les enfants. Mais pour ça, il faut aussi voir en tant que parent ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Ça, c'est très important. Est-ce que ça t'aide, tout ça? Je prends une dernière question. Merci d'être resté là. J'espère que vous avez réservé votre appel. J'ai hâte de au moins ouais, vous proposer déjà ce bilan relationnel. Alors, bilan relationnel, tu peux le faire pour toi et ta fille, en fait. Enfin, pour toi et ta fille. Je m'explique. Si tu observes des difficultés beaucoup plus avec ta fille que ton couple, mais viens faire un bilan relationnel avec moi. T'explique que ça se joue beaucoup plus avec ta fille que dans ton couple. Et il n'y a pas de problème. Mélanie me le dira et on le fera ensemble pour que tu vois qu'est-ce qui se joue dans la relation et comment tu peux guider ta fille. Comme je suis une maman avec des enfants, je vois tellement ce qui se joue et tout ce qui peut t'aider. Donc n'hésite pas si jamais tu es prête. Donc, et dans cet exemple,
J'ai une autre question. Pourquoi travailler sur moi si c'est l'autre qui appuie là où ça fait mal? Mais parce que justement, tant que toi, tu regardes pas là où ça appuie, mais tu vas rester dépendante du doigt de l'autre. C'est ça en fait. Donc, quand tu vas travailler sur toi, bah, ça va te redonner du pouvoir. Si on est dans une relation avec un enfant, bah, là, on va remettre de la conscience et on va lui réexpliquer qu'attention, là, peut-être il se ressent de l'injustice. On va aller l'accompagner à ce qu'il mette des mots là-dessus. Donc là, voilà, c'est un travail qui est à faire à partir de la posture du parent, tu vois. Et bien évidemment que ça ne protège pas l'autre de sa responsabilité. Mais par contre, ça permet, toi, de reprendre ton pouvoir, remettre tes limites, recommuniquer, par exemple, avec assertivité, plutôt que avec agressivité, passif-agressif. C'est tout ça qu'on va aller voir. OK? Vous avez apprécié le contenu de cet épisode, alors pensez à laisser un avis, un commentaire. Rappelez-vous également de vous abonner afin d'être averti du nouveau contenu qui va paraître. Et enfin, si vous désirez plus de ressources, dans la description, vous avez de multiples informations pour me retrouver. Je vous retrouve très bientôt.